Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue à Lumons pour cette deuxième conférence du cycle Archéo 2014. Alors, après la très belle conférence d'Hélène Collet sur les minières de Spienne, aujourd'hui, on passe à un autre sujet tout à fait original. On aborde peu souvent ce sujet-là, enfin, en tout cas, nous, on l'a jamais abordé ici. C'est celui de l'archéologie préventive, c'est comme ça qu'on dit, dont nous avons deux spécialistes. Donc on a Cécile Ancio et Michel Dezogne qui sont archéologues au service public de Wallonie. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et pour nous avoir aidé à mettre sur pied ce beau cycle. Je vous laisse la parole, bienvenue à Lumons. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir, merci Francesco. Et merci de nous accorder cette tribune pour pouvoir vous présenter pour une fois l'archéologie préventive, mais telle qu'on la pratique aujourd'hui à Mons. Si ça se reproduisait, n'hésitez pas à me le dire, n'est-ce pas, si je chigote un peu trop et qu'à un moment donné, on ne m'entend plus. Voilà. Alors, c'est parti. On va commencer d'abord par vous montrer en quelques points ce qu'on a l'intention aujourd'hui de vous présenter. Après une brève introduction, on abordera quelques notions d'archéologie telle qu'on la pratique aujourd'hui en région wallonne, en Belgique, de manière générale. On va vous présenter un petit peu la première grande opération d'archéologie préventive, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, qui s'est présentée en Wallonie et particulièrement en Hainaut, celle du TGV. On vous présentera également les outils de cette politique d'archéologie préventive. On va revenir un peu sur toutes ces notions au fil de l'exposé. On va également tenter de vous montrer comment tout cela se déroule à partir d'un projet d'aménagement et jusqu'à la réalisation de la fouille et même du post-fouille. On va aborder la question de fouiller et ou conserver de manière assez brève aussi, mais elle s'est présentée de manière particulière très récemment avec le chantier de la gare de Mons notamment, et puis une brève conclusion. Alors c'est vrai que le sujet va être un petit peu différent de celui de la semaine dernière. Les sites qu'on va vous présenter sont certainement, ou en tout cas a priori, beaucoup moins prestigieux, mais néanmoins, ils sont tout aussi capitaux pour la connaissance, la compréhension de l'histoire matérielle des hommes qui nous ont précédés. On a l'intention de vous montrer un petit peu que l'archéologie en Wallonie, ça existe, parce que c'est une chose dont on doute très souvent. On va vous montrer un peu comment ça fonctionne, et puis on a un petit peu l'intention de lutter contre certaines idées reçues, certains a priori qu'on peut avoir. Je crois qu'on va, j'espère que non, mais peut-être décevoir les amateurs d'Indiana Jones, mais non, l'archéologue aujourd'hui en Wallonie, ce n'est pas du tout un Indiana Jones, ce n'est pas quelqu'un qui débarque de nulle part, qui décide d'arrêter un chantier parce qu'il veut s'extasier devant deux morceaux de mur, aux grandes dames d'un entrepreneur et d'un aménageur, d'un propriétaire qui est au bord de la faillite parce que ça fait 6 mois qu'il attend que ça se termine. Ça, c'est une image qui est malheureusement véhiculée encore très souvent dans les médias, et c'est un peu dommage. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on est très heureux de pouvoir vous montrer que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis d'autre part, c'est une excuse qui est malheureusement encore trop souvent mise en avant, notamment par certains aménageurs. Tout chantier de travaux, il faut en avoir conscience, ce sont des tas d'imprévus, et donc ce sont généralement des retards. Mais à partir du moment où il y a des fouilles, il est assez aisé de dire qu'il y a des retards parce qu'il y a des fouilles. Et dans malheureusement de très nombreux cas, c'est pas comme ça que ça a fonctionné, et on sert un petit peu d'excuses faciles. Donc voilà. Aujourd'hui, l'archéologie, ce n'est plus une seule personne, c'est toute une équipe de professionnels, toute une série de gens qui sont là avec leurs spécificités, que ce soit l'archéologue, mais que ce soit également les techniciens, les gens qui font des relevés, des opérateurs de fouilles, des géologues, des palynologues, des anthropologues, des tas de gens qui sont présents pour rassembler un maximum d'informations qui vont permettre de comprendre un petit peu ce que ce sous-sol nous révèle, et de pouvoir par la suite vous l'expliquer, en tout cas du mieux qu'on puisse le faire. Il y a une chose aussi qui est assez importante, puisqu'on parle d'archéologie et d'aménagement, c'est que depuis 25 ans maintenant, archéologie et aménagement sont liés, sont associés d'un point de vue légal comme d'un point de vue administratif.
Et donc cette association, cette place que l'archéologue est censé jouer dans l'aménagement du territoire, il a encore un peu de mal, malgré ces 25 ans passés, à la trouver. Et donc on veut vous montrer qu'aujourd'hui, dans de très nombreux cas, c'est quelque chose qui peut très très bien fonctionner, contrairement à ces idées reçues dont je vous parlais. Quelques notions qu'il est nécessaire d'aborder dans un premier temps, parce que ce qu'on retrouve très souvent et qui est très souvent médiatisé à la télévision, dans la presse, dans les magazines, c'est les très grandes campagnes de fouilles qu'on voit à l'étranger, que ce soit en Égypte, que ce soit en Amérique du Sud. Ces fouilles sont des très gros programmes, en général ils sont très bien préparés, on est là pour plusieurs années de recherche planifiées dans des endroits précis, dans des endroits avec des questionnements tout à fait précis. Aujourd'hui en Wallonie, ce genre de fouilles, qu'on appelle l'archéologie programmée, existe. La seule chose que j'aurais envie de dire, c'est que les budgets n'y sont pas. En tout cas, ce ne sont pas vraiment les mêmes budgets. Néanmoins, on a quelques sites en Hainaut qui sont vraiment intéressants à ce niveau-là, comme par exemple ici le site de Blicky. Pour ceux qui connaissent, il y a un archéosite à cet endroit-là, réalisé à partir notamment de toutes ces découvertes intéressantes, avec ici, pour l'époque gallo-romaine, un site sanctuaire avec un lieu cultuel, un temple, carré ici au milieu, et carrément un théâtre. Donc on est vraiment là sur un site majeur de l'époque gallo-romaine. Donc c'est vraiment tout près de chez nous. Autre site majeur, une agglomération d'époque romaine à Pontacelle-Liberchy, fouillée depuis de nombreuses années par l'ASBL Projet Miniaco et par le CRAN, où on met au jour petit à petit le plan de l'agglomération, les édifices qui s'allongent le long de la route Bavay-Cologne. Donc à nouveau un site majeur et à nouveau un programme qui s'étend sur plusieurs années, un programme de recherche. Plus récemment à Kévy, par exemple, à Givry en particulier, la fouille d'un fossé protohistorique qui a été repéré par photographie aérienne. On voit ici le très grand cercle. Les fouilles ont été montées par le Musée royal de Marimont. On a retrouvé effectivement ici le fossé, on le voit en plan, et en bas le fossé également en coupe. Cette archéologie est essentielle parce qu'elle nous apporte chaque jour des réponses par rapport à des questionnements bien précis. Néanmoins, à l'heure actuelle, la grande majorité de la recherche archéologique en région wallonne fonctionne quelque peu différemment. On remonte un petit peu dans le temps, on remonte dans les années 60, 70, où à un moment donné, l'urbanisation prend un tour un petit peu différent. On voit se développer des routes, grandes routes, tunnels autoroutiers, chemins de fer en complément, des immeubles à appartements sur plusieurs étages et des parkings souterrains. Et à partir de ce moment-là, une atteinte au sous-sol qui devient de plus en plus importante, avec un risque, une menace toujours plus pressante pour le patrimoine archéologique. Quelques exemples clés pour notre région à nouveau vont vraiment marquer les esprits. C'est dans un premier temps le site de Pomerol, le creusement du canal en Anzy-Pomerol, qui met au jour les vestiges d'une agglomération romaine dont on ne connaît pas encore très bien la teneur, même à l'heure actuelle, mais avec des vestiges particulièrement bien conservés parce qu'on se retrouve en milieu humide. Et donc on sort de ce site notamment des bateaux d'époque romaine. Certains sont datés, je pense que le chaland qui se trouve ici est daté de la fin du IIe siècle, début du IIIe siècle après Jésus-Christ, par dendrochronologie. Donc c'est une découverte majeure. Depuis, ces bateaux ont été reconnus patrimoine exceptionnel de Wallonie. Mais tout se fait un petit peu dans l'urgence. On n'a rien prévu. Il faut vite monter une équipe. On est obligé rapidement d'essayer de récolter un maximum d'informations. On est là véritablement dans du sauvetage. On essaye de sauver finalement ce qui peut l'être. Autre site très intéressant également, c'est celui du ring de Mons. Là, on est vraiment à 2 pas d'ici. Au moment de la réalisation des travaux, creusement des tunnels et autres pour ce ring, eh bien, des vestiges, des fortifications montoises de différentes époques, modernes à contemporaines, sont mis au jour. Et à l'époque, l'un des responsables des travaux est également le président du cercle archéologique de Mons et a conscience de l'intérêt, fait des relevés, fait des remarques et prend note en quelque sorte de cette information. Rien n'avait été prévu à ce moment-là, ce qui veut dire que dans
très nombreuses situations, on se retrouve avec des vestiges archéologiques détruits, pas enregistrés, pas notés, très peu d'informations. Il y a quand même la volonté, à partir de la fin des années 80, pour tenter de pallier à cette problématique, la volonté de mettre en place des cellules d'intervention rapide qui ont un nom que je trouve absolument extraordinaire parce qu'il est vraiment évocateur de ce qui se passe. Ça s'appelle SOS Fouille. C'est vraiment, on est dans l'urgence la plus complète. À partir de la fin des années 80, certaines choses vont se mettre en place, notamment une nouvelle réforme de l'État avec, comme toujours, un certain nombre de compétences qui sont transférées du fédéral vers les régions. À partir de ce moment-là, deux choses se mettent en place. D'une part, une législation qui n'existait pas encore jusque-là sur le patrimoine archéologique, et d'autre part, de nouvelles institutions, où là, on va tenter véritablement de mettre en place des structures au niveau régional. C'est la raison pour laquelle on fête aujourd'hui, en tout cas cette année, toute l'année 2014, les 25 ans de l'archéologie, 2014 année de l'archéologie, on aura l'occasion de vous en reparler, toute une série d'activités qui veulent mettre en avant ce tournant dans l'archéologie wallonne. Alors la législation, je vous l'ai dit, tout d'un coup on met en place effectivement ces lois. C'est le quatuple, le fameux Code wallon d'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine. À l'heure actuelle, on y associe également l'énergie. Ce qui est intéressant à noter, c'est que dès le moment où on met en place une législation, on tente d'associer aménagement du territoire et patrimoine. Donc, quand on dit aménagement et archéologie, on est bien là dans cette logique-là, la volonté d'associer ces deux aspects. Une législation qui ne sort pas de nulle part, c'est au moment où on met en place la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique. Et donc, énormément des idées qu'on retrouve dans notre législation régionale se retrouvent dans cette convention qui va être clôturée juste après. D'autres documents législatifs au niveau européen sont venus par la suite compléter la réflexion. La Convention 4 de Faro, qui traite plutôt de la manière dont le patrimoine culturel peut être intégré à la société, et récemment la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, qui concerne également la Wallonie. On ne s'en doute pas, on pense plutôt généralement à la côte belge et à nos collègues flamands. Néanmoins, il y a tout un patrimoine dans nos rivières en Wallonie. Pour nous situer un tout petit peu, cette nouvelle institution qui à l'époque s'appelait Ministère de la Région Wallonne et qui maintenant s'appelle Service public de Wallonie, est organisée en grande direction générale. Et de nouveau, on retrouve dans la direction générale de l'aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie, un département qui ne concerne que le patrimoine et au sein de ce département, une direction de l'archéologie. De notre côté, Cécile et moi travaillons pour le service de l'archéologie de la province de Hainaut. Il y a dans chaque province des services extérieurs, dont des services d'archéologie. Alors cette législation, en gros, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ça nous concerne directement, c'est que dans tout permis d'urbanisme à l'heure actuelle, les archéologues peuvent aller jeter un coup d'œil, en tout cas doivent le faire, et aller s'assurer qu'il n'y a plus de menaces pour le patrimoine archéologique. Donc c'est vraiment le principe de base. Qui que vous soyez, si vous avez décidé d'aménager quelque chose, si vous avez décidé de construire une maison, si vous avez décidé de créer un lotissement ou s'il y a un supermarché qui s'installe au bout de la rue, notre boulot, en tout cas une bonne part de notre travail, consiste à aller vérifier dans ces permis d'urbanisme s'il y a ou non menace pour le patrimoine archéologique. L'objectif désormais est bien de prévenir le risque. Il n'est plus question d'arriver en dernière minute, on a bien l'intention de prendre le dossier très au sérieux dès le départ, avant même que le permis ne soit accordé, de manière à s'assurer de la préservation de l'information. On planifie donc de plus en plus tôt l'intervention archéologique. Et donc quand je vous disais que l'archéologue, c'est plus quelqu'un qui arrive en dernière minute pour tout arrêter, on est là dans une démarche qui arrive bien avant le projet et pour lequel on a bien l'intention très tôt de négocier la réflexion. Deuxième article important, et là où je dirais qu'on est tous concernés, vous comme nous, c'est un peu notre devoir de citoyen, c'est que toute découverte archéologique doit être signalée. Donc si demain vous décidez d'installer un chalet de jardin et que vous creusez une petite fosse pour faire une fondation et que, paf, il y a justement des vestiges archéologiques, vous avez l'obligation légale d'en informer
et l'administration, ou bien le service de l'archéologie. Petite information, c'est que donc maintenant, depuis que cette matière est régionalisée, il s'agit presque essentiellement d'agents du SPOI ou sous-traitants du SPOI qui font les fouilles. Très longtemps, ça a été beaucoup d'associations locales qui avaient un rôle réel à jouer d'un point de vue purement local parce qu'elles connaissaient très très bien leur environnement. À l'heure actuelle, la législation est beaucoup plus contraignante et donc on a beaucoup moins l'opportunité de voir des sociétés locales mener des campagnes de fouilles. Et d'autre part, à ce niveau-là, on fait figure presque d'irréductible gaulois dans l'Europe entière. Le financement de l'archéologie est encore aujourd'hui en Wallonie quasiment exclusivement public. Alors, je vous ai parlé de cette toute grande première opération d'archéologie préventive qu'on a appelée le TGV. Donc, c'est bien cette ligne à grande vitesse, ligne ferroviaire, qui chez nous va de la frontière française à Bruxelles et puis de Bruxelles jusqu'à la frontière allemande en direction de Cologne. C'est la première fois qu'en Wallonie, les archéologues sont amenés à collaborer directement avec un aménageur depuis le début d'une opération comme celle-là jusqu'à la fin. C'est en plus une opération énorme. Il faut imaginer qu'installer une ligne ferroviaire, c'est des dizaines de mètres de large de tranchées à travers le paysage. Donc c'est un décapage sur des mètres et des mètres et des mètres carrés de terre et donc un risque énorme, inévitable de croiser des vestiges archéologiques. Et donc c'est une opportunité réelle pour les archéologues à l'époque de faire la preuve, de montrer qu'ils peuvent s'intégrer à ce type d'intervention. Et la raison pour laquelle on voulait aujourd'hui vous représenter un petit peu les grandes étapes de cette réflexion, c'est parce qu'on se trouve là devant une expérience qui est novatrice pour l'époque, mais qui est presque exemplaire dans les différents, dans son schéma général d'organisation. Donc dès 1991, le printemps, les premiers contacts sont pris avec la SNCB. SNCB qui va d'ailleurs financer en très grande partie les travaux, notamment parce qu'elle se sent un peu obligée, il y a les voisins français et allemands qui vont faire pareil. Et donc quand je vous disais que depuis le financement était quasiment exclusivement public, voilà, très peu d'opérations ont depuis été financées par des aménageurs. En 1991, dans le courant de l'année 1991, on entame une vaste étude documentaire. Qu'est-ce qu'on sait à la base, avant même d'entamer ces travaux, du potentiel archéologique sur place? Et donc toute une étude est réalisée, kilomètre par kilomètre. Tout ce qu'on sait de la littérature est envisagé. Est entamée ensuite une grande campagne de prospection pédestre. Là, l'idée tout simplement de circuler dans les champs qui sont concernés pour aller récolter ce que les labours ont ramené en surface, qui peuvent indiquer la présence de sites archéologiques. Après ça, on entame la phase plus lourde de prospection mécanique. Alors là, c'est carrément avec une pelle mécanique qu'on va sur le terrain. L'emprise du TGV, je vous ai mis un petit plan en dessous. Donc les deux traits qui se trouvent ici, c'est l'emprise de la future piste d'aménagement et de travaux de cette ligne à grande vitesse. Tous les traits que vous voyez sont des tranchées. Alors on fait deux types de tranchées, des tranchées qui peuvent être d'un coup continues d'une part, ou bien alors en quinconce. On s'imagine souvent que ces sondages doivent être très profonds. En réalité, on descend de 30 cm et on est sur le sol sur lequel évoluaient les hommes il y a 10 000 ans. Et donc, c'est une manière de sonder un petit peu 10% en gros de la superficie et de se faire une idée de la nécessité ou non d'une fouille. Après ça, entre 1993 et 1995, on entame la fouille des zones sensibles. Et là, les archéologues se retrouvent pour la première fois, enfin pas pour la première fois, mais pour la première fois de manière aussi bien organisée, à gérer des équipes en différents endroits, travailler par tous les temps, parce qu'il y a des délais à respecter, négocier avec les aménageurs, ça a été fait dès le départ, mais négocier à nouveau avec les agriculteurs, par exemple, pour gérer un planning en fonction des travaux, et récolter un maximum d'informations. Une fois la fouille terminée, il reste tout un travail à réaliser, un travail de post-fouille comme on l'appelle, étude des vestiges, mise au net de l'ensemble de la documentation, restauration des objets, puis publication, comme ça a été le cas notamment de ce catalogue d'exposition pour nos régions. La ligne TGV orientale côté province de Liège, le catalogue est sorti il y a quelques années à peine, donc il n'y a pas tellement longtemps que ça que les travaux sont terminés, en tout cas du point de vue archéologique, et puis le montage de quelques expositions qui ont sillonné un petit peu toute la région pour présenter les résultats de ces travaux.
Alors maintenant, la question c'est, dans ce cas-là, on savait que le TGV allait passer à cet endroit-là, c'est assez simple, on pouvait prévoir très tôt les problématiques. La question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que les archéologues vont débarquer dans mon jardin et pas dans celui du voisin? La question de base étant, mais comment est-ce qu'on identifie ce danger? Comment est-ce qu'on va arriver à définir le risque? Je dirais que le plus petit dénominateur commun de l'aménagement du territoire et de l'archéologie, du projet d'aménagement et de l'archéologue, reste le document cartographique. Et donc très tôt, les archéologues ont tenté de monter des cartes pour essayer de tirer la sonnette d'alarme au moment utile. Les tout premiers inventaires cartographiés, c'est vraiment, on est là dans un travail rudimentaire, mais qui a fonctionné de nombreuses années. Un extrait de la carte IGN, un joli marqueur qui vous permet de localiser l'endroit, le tout envoyé au ministère des Travaux en disant attention, si un jour vous avez un chantier à cet endroit-là, on vous demande d'être attentif et de veiller à nous le faire savoir. Donc, une manière assez simple de fonctionner. On a également tenté des solutions plus radicales, notamment directement via les plans de secteur, en se disant mais si on signale l'information sur le plan de secteur, on sera sûr d'être informé. Et effectivement, plusieurs sites très importants comme par exemple les tombeaux romains d'Antoing, à proximité du front de carrière actuel. Et puis d'autre part, le site des Bonvillers, dont on en a déjà parlé, le site de Pontacelle-Liberchy, est également signalé. La grosse problématique de tout cela, c'est que ces documents cartographiques de type plan de secteur ne sont revus que tous les X temps, dans des délais très très larges. Et donc tout ce qu'on découvre entre-temps, on ne peut pas les y signaler. Et d'autre part, si d'autres éléments arrivent, il se passe des choses, par exemple pour les carrières d'Antoing, la question se pose de la préservation ou pas de ces vestiges puisque le front de carrière avance, ces documents ne peuvent être modifiés comme on le souhaiterait, ils n'ont pas la flexibilité d'un document archéologique. Donc il y a une protection, c'est certain, mais d'un autre côté, uniquement de sites qui sont bien connus, bien répertoriés. Aujourd'hui, on travaille un petit peu différemment. On a toujours l'idée de la carte, une carte qui est précisée, complétée chaque jour. Il y a maintenant des personnes qui ne travaillent qu'à ce travail-là, qu'à cette fonction-là au sein de nos services, qui couplée à une base de données informatisée. Et donc chaque petit point de couleur, chaque couleur étant en plus, correspondant en plus à une période spécifique, chaque petit point est numéroté, est associé à une fiche spécifique. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une prospection de surface, c'est le site qui se situe ici. On y apporte les informations essentielles. Est-ce que la localisation est correcte? Quel type d'informations dispose-t-on? Cette carte archéologique, je vous l'ai dit, chaque jour, elle est complétée, elle est plus détaillée. On a d'une part tout ce qui est littérature qui nous sert évidemment de base. On a les informations des amateurs locaux, des cercles qui, je vous l'ai dit, connaissent très très bien leur région. Et puis à côté de ça, on a les anciennes cartes qui remontent à ces époques qui sont antérieures à ces gros projets d'urbanisation qui ont largement modifié le paysage et qui nous permettent de relocaliser toute une série de sites complémentaires qui peuvent avoir aujourd'hui disparu du paysage, ici dans la région d'Erchy, donc Jurbise, châteaux, églises par exemple, fermes anciennes, qu'on retrouve sur des documents plus tardifs, carte de Van der Malen par exemple, 80 ans plus tard, on retrouve les mêmes sites. Alors j'ai volontairement laissé le petit décalage entre les différents documents. La démarche paraît simple, superposer un document ancien avec un document d'aujourd'hui, de manière à pouvoir repérer sur le cadastre actuel exactement les localisations. Dans la pratique, ça ne veut pas dire que ça correspond toujours. Et donc, inévitablement, il y a un travail à faire sur ces documents cartographiques. On a des points de repère. Le château, lui, est toujours là. L'église est toujours là. On peut donc utiliser ces éléments de repère pour travailler sur ces documents, tirer un peu d'un côté et de l'autre pour tenter de répertorier au mieux les sites. Pareil sur la carte de dépôt de la guerre, on retrouve un peu le même principe. Donc, ces cartes anciennes nous permettent d'alimenter chaque jour un peu plus cet inventaire. Néanmoins, on essaye encore d'aller plus loin aujourd'hui dans cette réflexion sur l'archéologie préventive, puisque une carte archéologique, c'est très bien, ça nous renseigne sur toute une série de petits points, mais ça ne nous renseigne pas sur si maintenant je veux faire construire ici au milieu où on ne sait pas s'il y a un site, ou encore à cet endroit-là où on ne sait pas non plus s'il y a un site, il y a un risque potentiel, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train d'essayer de mettre en place ce qu'on appelle le zonage archéologique. Le travail est en train d'être finalisé.
Le zonage est un document très différent de la carte archéologique, mais s'en inspire très largement. D'un côté, on a une carte qui présente des sites, essentiellement des sites connus. De l'autre, le zonage est au contraire un document qui va tenter d'évaluer un potentiel archéologique, quel que soit l'endroit où on se situe, quel que soit l'endroit où les travaux vont être effectués. 4 couleurs sont utilisées, on va y revenir. C'est un document qui couvre l'ensemble du territoire. Si d'un côté on connaît ces sites, ils ont été répertoriés, on a une source, quelle qu'elle soit, pour les localiser. D'un autre côté, le zonage reste un document interprétatif. Il concerne des tas de zones où on ne sait rien d'un point de vue archéologique. Et donc on a d'un côté une carte de points et de vides, et de l'autre côté une carte qui est continue. Je vous l'ai dit, il y a 3 couleurs. 3 couleurs, ça signifie 3 manières d'interroger les archéologues sur la question. Une couleur rouge, dans tous les cas, s'il y a des travaux dans cette zone, il faudra contacter les archéologues, il faudra leur poser la question. Si par contre on est en zone verte, on interrogera les archéologues que si la superficie des travaux couvre au minimum 10 000 mètres carrés et 50 000 mètres carrés pour les zones jaunes. Ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que ce n'est pas parce qu'on est en zone rouge qu'on va fouiller automatiquement. Si un permis d'urbanisme nous arrive avec la construction d'une cabine électrique sur un site archéologique qui est une brasserie du 19e siècle, si on n'est pas à proximité immédiate, même en zone rouge, qui est une zone de sécurité, on ne va pas nécessairement aller fouiller à cet endroit-là. Par contre, si maintenant on construit une cabine électrique au milieu du site romain de Liberchi, par exemple, là, sincèrement, on va vraiment se poser la question. Donc ce que l'on souhaite à travers ce document, c'est que les archéologues soient interrogés d'une certaine manière, et notamment qu'on leur pose simplement la question. Comment mettons en place cette carte-là? Parce qu'en partant de la carte archéologique, en arrivant là, il y a quand même une nette différence. 2 critères vont entrer en ligne de compte, qui sont géomorphologiques d'une part, et archéologiques d'autre part. Les critères géomorphologiques, eh bien, il y a au sein de la direction de l'archéologie des géologues, des pédologues, dont une partie du travail est notamment de tenter de déterminer quelles sont les zones les plus adéquates à l'installation d'êtres humains à travers le temps. Qu'il s'agisse de la proximité d'eau, par exemple, de versants bien exposés, ce genre de choses. Ou, en tout cas, de zones susceptibles de livrer des vestiges archéologiques. Zones qui ne seraient pas, par exemple, érodées ou recouvertes de colluvions. Ce premier document de travail est pondéré pour en arriver à 4 zones spécifiques, les zones grises qui sont complètement perturbées, comme je l'ai dit, et puis les zones rouges, vertes et jaunes. On superpose ce document à la carte archéologique. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce cas-ci, c'est que ça correspond assez bien. Les sites archéologiques qui sont connus sont effectivement très présents en zone rouge, un peu moins en zone verte et beaucoup moins en zone jaune. Donc, malgré toute la difficulté du travail interprétatif, ce travail-là a un sens. Et voilà finalement ce que donne un zonage une fois que toutes les informations ont été rassemblées. Alors maintenant, comment est-ce que ça se passe? À partir de ce fameux projet d'aménagement, j'ai l'intention de faire construire une maison dans une zone qui serait sensible. Eh bien, de la part des archéologues, première étape, on prépare un dossier, après avoir consulté le permis, la demande de permis. On prépare un dossier, maximum d'informations que l'on puisse récolter sur le sujet, et on se rend sur place. On est parfois très étonné de l'état du terrain, boisé, recouvert de détritus, recouvert de remblais de toutes sortes, et donc une visite sur place s'avère toujours bien utile. Là où je vous disais qu'on ne débarque pas de nulle part à nouveau, à partir du moment où on a pris contact avec l'aménageur, une négociation s'entame. Une réelle négociation, où chacun vient de son côté avec ses arguments. On rédige et on signe un document qui met sur papier tout ce qui a été négocié en protocole d'accord. On discute des délais, on discute de la profondeur des travaux, on discute des aspects techniques, comment on va remettre le terrain en état, qui est propriétaire des découvertes. Tous ces aspects sont bien définis avant l'intervention archéologique. Et puis, après l'intervention archéologique, il y aura toute l'étude, les rapports et les diffusions, et le propriétaire sera informé de tout ce qui va se passer dans ce cas-là. Il aura copie des rapports, il sera invité aux différentes propositions de conférences et autres notamment. Alors, les types d'interventions sur lesquelles on va revenir, c'est l'évaluation du potentiel archéologique d'un terrain,
les fouilles de prévention, celles qu'on doit absolument mener, et les suivis des travaux. Et c'est là qu'on entre dans le concret de comment ça se passe au jour le jour et comment finalement est-ce qu'on arrive à organiser tout cela. L'évaluation du potentiel archéologique est l'une des méthodes que l'on utilise essentiellement dans des zones rurales pour tenter de définir si oui ou non il y a un risque. Lorsqu'on se retrouve sur des superficies qui ont plusieurs dizaines d'hectares, le risque est très élevé et donc inévitablement on entame une espèce de volet d'études d'incidence qui se fait par sondage mécanique tel qu'on les a observés tout à l'heure. Donc chaque petit trait que vous pouvez observer sur le plan, on est ici dans une zone d'activité économique à Enghien, chaque petit trait correspond à une tranchée de 10 mètres de long sur 2 mètres de large. Donc ici, il y a eu 975 tranchées sur ce site, dans ce cas-ci, mise au jour d'un site proto-historique d'un côté, d'un camp de la guerre 40-45 de l'autre. Voilà un petit peu ce que ça donne. On voit ça de temps en temps dans le paysage, quand on circule en race campagne. On peut toujours se demander de quoi il s'agit. Il s'agit simplement de sondages archéologiques. Ce qu'il y a d'intéressant à noter, c'est que là aussi, les archéologues sont attentifs à la remise en état du terrain dès le départ. Toujours séparation des terres arabes d'un côté, mauvaises terres entre guillemets de l'autre, et un respect véritablement de la remise en état du terrain. Dans certains cas, ces quelques sondages donnent très rapidement des résultats positifs. Ici, on retrouve ces petits sondages en quinconce, 2 zones qui ont immédiatement été élargies. Nous sommes à Péronne-les-Antoins, un habitat médiéval et moderne d'un très grand intérêt puisqu'il s'agit d'une petite ferme du XVIe et XVIIe siècle, genre de bâtiments pour lesquels en général on a très très peu de documents, d'archives et autres, et donc des fouilles qui apportent des informations tout à fait inédites. Autre site où là l'archéologie préventive a tout à fait montré l'importance du rôle qu'elle avait à jouer, on est à Quéville-le-Grand. Il s'agit simplement d'un lotissement tel qu'on en réalise en très grand nombre dans nos régions à l'heure actuelle. Les archéologues sont attirés par le fait qu'il y a la présence d'un ancien couvent à proximité immédiate du terrain. Par contre, les sondages d'évaluation, eux, mettent au jour un château tout à fait inconnu, plus une zone d'activité de travail du fer. Alors, chose assez intéressante, c'est que, quelles que soient les sources, on ne connaissait quasiment rien sur le site en question avant la réalisation des travaux. Donc, il s'agit là vraiment d'une découverte tout à fait exceptionnelle. Le château en question pose d'ailleurs encore de très nombreuses questions quant à son interprétation. Il semble qu'il s'agisse d'un projet avorté ou en tout cas d'un projet abandonné en cours de route. En contexte urbain, par contre, là où les superficies sont généralement beaucoup plus réduites et les accès beaucoup moins aisés, là aussi où les vestiges sont beaucoup plus denses, donc on peut s'attendre quasiment chaque fois à la mise au jour de vestiges archéologiques, en général, on entame très très rapidement directement une fouille. C'est le cas ici à Enghien, on est en plein centre urbain. La toute petite parcelle, la parcelle qui nous concerne est celle-ci et se trouve juste à côté de la maison Jonatas, maison qui a été très longtemps interprétée comme la maison du seigneur d'Enghien. Les parcelles sont encore occupées par des bâtiments qui sont en cours de démolition. Un suivi a été réalisé pendant les travaux. Un archéologue était présent sur place pour déjà jeter un petit coup d'œil. Et puis le terrain est libéré et la fouille peut commencer. En parlant d'archéologie et d'aménagement, on se dit très souvent qu'archéologues et aménageurs collaborent très très peu. Or, dans de très nombreux cas, on se rend compte que c'est véritablement la manière la plus aisée de fonctionner. Dans ce cas-ci, très rapidement, l'architecte met à notre disposition tous les documents dont nous pourrions avoir besoin. Le plan du projet, dans un premier temps, celui-ci, qui va nous permettre assez rapidement de déterminer quelles sont les zones qui sont exactement menacées. Ce sont les zones qui sont entourées de jaune. Dans ces zones-là, certaines sont déjà profondément perturbées. C'est le cas de tout ce qui est à front de rue avec d'anciennes caves. Ce qui fait qu'au final, seule la zone bleue sera véritablement fouillée, ce qui fait une superficie relativement réduite par rapport au projet.
mais qui en elle-même va déjà être porteuse de très nombreuses informations. Par la même occasion, on a à disposition le rapport d'essai de sol, par exemple, qui nous apprend très rapidement que le sol est perturbé, qu'il y a présence d'eau, toute une série d'informations qui peuvent être utiles avant la fouille. Et puis on se rend compte que ces documents vont également montrer un petit peu les lacunes de ce genre d'études, puisque assez rapidement au moment de la fouille, d'autres éléments seront mis au jour qui seront indispensables à l'architecte pour la réalisation de son projet, en tout cas l'adaptation de son projet. En effet, en plein milieu du terrain, au moment de l'intervention archéologique, on met au jour un puits de 7 mètres de profondeur, ce qui pose quand même un petit problème dans les questions de stabilité au moment de la réalisation des bâtiments appartements qui étaient censés se trouver à cet endroit. Donc l'architecte en a été informé directement, d'autant plus que ce puits qu'on voit ici a nécessité une fosse de plusieurs mètres de diamètre pour son aménagement, ce qui signifie une quantité de remblai assez considérable. Et donc la nécessité de prendre en compte ces données nouvelles pour l'aménagement du bâtiment. Un deuxième puits est mis au jour un petit peu plus tard, un très beau puits constitué de tonneaux en bois, placés les uns au-dessus des autres, dans un contexte très humide qui a permis une conservation idéale. Ce contexte était d'ailleurs tellement humide que dans certains endroits, après 2 coups de bac de pelle mécanique, on était tout de suite dans l'eau, ce qui n'était absolument pas non plus prévu par l'aménageur qui comptait bien installer des parkings en sous-sol. Et donc ce genre d'information peut aussi être dans certains cas assez intéressante. Donc quand je vous dis qu'il y a réellement un échange de l'un à l'autre, l'architecte nous a fourni dès le départ toutes les informations, mais dès qu'une nouvelle donnée apparaissait, il était un des premiers informés dans ces cas-là. L'ensemble de ces relevés, toutes les tranchées que nous avons réalisées, a été repris sur un plan en 3D et nous avons également fourni ce plan à l'architecte de manière à ce qu'il puisse être clairement informé de l'état du terrain lorsque nous avions terminé notre travail. Voilà, et je vais passer la parole à Cécile qui va vous parler d'exemples montois en particulier. Oh, excuse-moi. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que vous m'entendez. Oui. Donc, je continue l'exposé en présentant divers, la suite et des exemples de Mons notamment. On commence avec celui de la rue Jean Lescar, qui a été une opération qui a été menée en 2007, où il était question d'aménager un immeuble à étage et la bonne aubaine pour nous, un parking souterrain. Donc une surface de près de 1000 m² en plein centre-ville, en centre urbain ancien comme Mons. L'opération ne devait pas se louper. C'était une des premières grosses opérations qui a eu lieu en archéologie préventive à Mons notamment. Alors la bonne aubaine, c'était qu'on avait 1000 m², mais qu'on était associé à un autre projet qui était la rénovation, cette souris ne va pas, de l'ancien refuge d'Abbaye Bonne Espérance. Et donc, il fallait composer avec ce chantier-là, puisque dans les 2 chantiers étant associés, mais la parcelle sur laquelle nous fouillons était destinée à être construite plus tard, mais devait servir de lieu de stockage et de passage pour l'autre chantier. Néanmoins, on a réussi à composer avec l'aménageur, l'auteur de projet et l'entreprise pour pouvoir fouiller en plusieurs portions, ce qui explique que on ne voit jamais le site dans sa totalité, mais nous avons pu fouiller en plusieurs zones. En voici 2 notamment. En voici 2 autres. Et le plan final qui vous montre donc la parcelle complète qui a pu être fouillée, avec la première zone qui se trouve ici, la seconde, la 3e et même la 4e qui a été acquise vraiment en fin de chantier par l'aménageur et qui en fait recouvrait une parcelle d'un ancien jardin dont nous avons même retrouvé la terre végétale intacte, je vais dire même depuis le 16e, 17e siècle. C'était vraiment la topographie idéale. Pardon. Alors vous voyez que la zone blanche qui n'a pas été ouverte correspond en fait au passage des engins et au transport et au stockage notamment de matériaux. Il était convenu qu'en fin de chantier, nous passions au moment des décapages, au moment de la réalisation des travaux pour ce bâtiment. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais vous voyez que néanmoins,
Sur toute cette surface en plein centre de Mons, on a quand même engrangé pas mal d'informations relatives à de l'habitat, donc à Frondru, de la rue Jean Lescar ici, et toutes des activités artisanales, dont une savonnerie qui était connue par les textes et par un procès parce que ça avait généré pas mal de pollution et de nuisances dans le quartier. Et donc notre attention était d'autant plus attirée par ce site. Et justement, ce qui se passe, c'est que dans ce chantier-là, l'archéologie documente l'occupation du site à partir du XIVe, XVe siècle par l'exploitation d'argile, des maisons qui apparaissent au XVe, XVIe siècle, et justement toute la partie savonnerie qui a été l'objet donc du procès, malheureusement est très mal conservée, mais elle est bien documentée par l'histoire, et ensuite l'archéologie reprend le dessus avec les périodes postérieures qui ne sont pas toutes représentées ici, sinon c'est très difficile de comprendre. Donc ça, c'était une opération qui a été menée vraiment en parfaite collaboration avec l'aménageur, l'auteur de projet et les entreprises. Ce projet avait été pris en amont, comme on l'a expliqué tout à l'heure, donc pratiquement un projet idéal qui a apporté énormément d'informations sur Mons. Un autre type d'intervention qui a eu lieu aussi dans le cadre d'archéologie préventive, ici on est en partie sur une parcelle avec un monument classé, mais je dois dire que la première chose qui nous intéressait quand on a reçu le dossier, c'est que non seulement les travaux portaient sur le monument classé, dont vous voyez la façade ici, mais sur l'ensemble de la parcelle. Les travaux devaient se réaliser en 2 phases, une partie sur le monument. Cette partie a été réalisée, je vous montrerai les résultats. La deuxième phase est en attente, elle devrait commencer au printemps. Mais c'est celle-là qui nous intéressait le plus, puisque c'est là qu'il y aura des excavations dans le fond de la parcelle qui donne sur la Trouille. Vous voyez, là, on est là, rue des Sœurs Noires, Croix-Place. C'est une parcelle qui donne à l'arrière, donc je disais, sur la rivière, et donc qui laisse à penser qu'il y a des aménagements, évidemment, en relation avec des activités et de l'eau. Tout de suite, on s'est quand même rendu compte que dans la façade classée et dans le bâtiment, il y avait quand même un certain intérêt et qu'il y avait de grandes chances de pouvoir trouver certaines choses dans le bâtiment lui-même lors des travaux, des dégarnissages de murs et autres. Et donc ça a commencé comme ça avec la façade. Et si vous regardez bien, on peut la décomposer en plusieurs modules. Le premier module de base qui se trouve là, qui est très cohérent. Je ne vais pas tout détailler, on n'a pas vraiment le temps ici. À un moment donné, le bas du bâtiment ici a la même architecture que l'autre côté, que la parcelle suivante. Et à un moment donné, ces 2 bâtiments sont à nouveau séparés, et par contre, les 2 ici sont de nouveau rassemblés, et on cherche uniformité dans les pierres et dans les châssis qui sont maintenant changés après restauration. Vous connaissez probablement maintenant, les échafaudages sont partis. Donc déjà, rien que le travail dans la façade laissait supposer qu'il y avait quand même des possibilités de découverte dans le bâtiment en lui-même. Voilà donc un plan du bâtiment au niveau des caves notamment, mais peu importe, il est la même à différents endroits, où vous voyez qu'on a pris la peine de relever les caves, dont une cave avec des gouttes. Ah oui. On a eu l'occasion, donc je vous disais, de travailler dans les murs, sur les murs à tous les étages, que ce soit dans la partie classée qui est ici à l'avant, et dans les ailes de retour. Et on a eu l'occasion de mixer dans ce bâtiment une opération de fouille préventive, puisqu'il était question dans le bout de cette aile de surbaisser un peu le niveau. Et ça a été l'occasion de mettre au jour un accès à une cave dont la porte est obturée aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que la 4e aile qui fermait la cour a été rasée à un moment donné. Et donc, on a eu l'occasion de fouiller malgré tout cet ensemble-là. Ça a révélé la présence de cette descente de cave qui, en fait, elle-même est un remaniement d'une autre cave qui se trouvait, ça ne marche plus, qui se trouvait ici. Et on a même pu descendre un petit peu plus bas, on n'a jamais osé vous le dire, mais qui a permis de retrouver un angle de mur du XVIe siècle. Tout ça, donc avec du matériel dans le remblai qui permet de dater évidemment l'occupation XVIe, fin XVIIe siècle. On a retrouvé également des descentes de scave de ce côté-ci et un puits dans le bâtiment actuel. Or,
Mais il n'y avait pas de raison d'avoir un puits dans un bâtiment à un moment donné, c'est-à-dire que l'aile qui a été construite ici est postérieure, évidemment, et a condamné ce puits à un moment donné. Dans la cour également, ça ne figure pas sur ce plan-ci, mais dans la cour, on a également retrouvé différents aménagements plus anciens. Tout ça pour dire que l'archéologie du bâti et cette fouille ici ont permis de donner des indices pour la deuxième phase dont je vous parlais, qui se situe plus au sud du plan, et pour la deuxième phase donc, qui va arriver maintenant, où la parcelle va être décaissée. Et donc, ça nous donne des indices que sous un mètre à peu près du niveau du sol actuel, même moins, on est susceptible de toute façon de tomber sur les vestiges du quartier d'habitation au XVIe siècle et de ce qu'il y avait là à ce moment-là. Et a fortiori du côté de la Trouille, où il y avait certainement des activités qui sont connues également, genre tannerie ou autre. Alors, voilà un exemple d'archéologie du bâti, où c'est un exemple parmi tant d'autres dans ce chantier, où vous voyez un seul et même mur qui se retrouve ici, avec le percement de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baies à un moment donné et tout au cours de l'histoire de ce bâtiment. Donc ce sera à nous plus tard d'étudier toutes ces informations et d'essayer de comprendre comment ce bâtiment a fonctionné. Ça a permis tout au long du chantier de procéder à des relevés à la station totale, parce que vous imaginez bien que tout relever pierre à pierre et au fur et à mesure des travaux, en même temps que l'entreprise qui travaille un peu à tous ces éléments, c'était impossible. Donc au fur et à mesure de nos interventions, on a engrangé les informations par station totale, et il conviendra maintenant de relier tout ça et d'associer ça aux travaux qui auront lieu dans la deuxième phase. Mais vous voyez que sur certains murs dans les ailes, ces baies étaient obturées, mais donc on les a quand même relevées, puisqu'à un moment donné, elles ont existé en tant que fenêtres. Et ça, ce sera tout notre travail de post-fouille après, de collecter les informations historiques aussi au niveau du cadastre et autres, pour essayer de reconstituer un peu l'histoire du bâtiment, qui vraisemblablement a des bases 16e, 17e siècle, et puis une façade postérieure. Ça, c'est un des aspects aussi de nos travaux. On peut aborder un autre site aussi, qui a fait partie qui faisait partie de l'archéologie préventive, dans le sens où le dossier a été examiné par nos services. Cependant, il a été examiné au moment du permis d'urbanisme et du projet d'élaboration des tours. On est là à l'île aux, le projet de l'île aux oiseaux, vous connaissez tous à Yon. Du côté de la Trouille ici, ces fameuses tours dont une a été incendiée, et donc tout le projet a été remanié. Donc il était question, évidemment, parce qu'à cet endroit-là était connue la présence du fort Saint-Pierre, qui fait partie des fortifications hollandaises du 19e siècle, ainsi que d'autres aménagements plus anciens à ces endroits-là. Et donc il était question de faire une fouille préventive. Malheureusement, il y a eu un changement de programme de la part de l'aménageur, et évidemment, dans ce cas-là, nous avons été prévenus trop tard. Il était pourtant, on l'avait prévenu, vu qu'il y avait des gros murs, des murs épais et profonds à cet endroit-là, et qui risquaient d'être embêtés. Bon, néanmoins, il nous a prévenus un peu trop tard, et c'est justement Michel qui a fouillé à cet endroit-là et qui a eu droit à une journée avec une équipe pour fouiller l'ensemble de la zone, en même temps que les machines qui travaillent de ce côté-là, si je ne me trompe. Donc vous voyez l'équipe d'archéologues qui est en train de dégager des vestiges et des structures de ce côté-ci, alors que les machines travaillent à gauche et à droite. Voilà d'autres images qui permettent de voir l'aménagement même de la Trouille, les aménagements de berges, entre autres. Tout ça en une journée. Ça a été relevé un peu le lendemain, si j'ai bon souvenir, qui était un samedi. Donc les archéologues ne reculent devant rien. Voilà d'autres images un peu de ce dossier qui était un petit peu mal... qui en fait d'archéologie préventive, puisque le dossier avait été bien mené dès le départ et les contacts avaient été pris. C'est quand même un peu retrouvé quelque part en archéologie de sauvetage, un peu retour à la case départ. Donc voilà d'autres images. Et enfin, au moment où les derniers relevés étaient en train de se faire, la machine était déjà en train de casser et d'obturer et de recombler, puisqu'à cet endroit-là devaient être foncés des pieux.
Un autre dossier, un autre chantier à Mons, qui avait été également pris bien en amont, c'est le fameux dossier de logement dans le quartier des Trois Boudins, qui est un quartier qui a connu pas mal de remaniements depuis le 16e, 17e, 18e et 21e siècle. Hein, là, on y est en plein. Les aménageurs, les auteurs de projets et la ville aussi avaient été contactés dès le départ. On avait eu des réunions vraiment bien en amont du projet pour pouvoir mener une fouille préalable, parce que ça concerne quand même une grande surface. Hein, vous êtes pratiquement tous de Mons, vous connaissez. Mais il y a eu un petit souci à ce moment-là, c'est que même les clauses archéologiques étaient inscrites dans le permis d'urbanisme. L'auteur de projet était censé nous contacter, mais bon, et l'entreprise aussi. Le problème, c'est que le délai est tellement long entre le moment où le projet est déposé, le permis d'urbanisme arrive, il y a un tas de contraintes, on est bien conscient pour les aménageurs, pour les entrepreneurs, mais qui emploient des sous-traitants, et évidemment l'information de base qui est, attention, il faut prévenir les archéologues avant de commencer à travailler, n'est pas arrivé jusqu'à nous, et on est arrivé au moment où les décaissements avaient lieu et où l'entrepreneur qui était là, qui était un sous-traitant, n'était absolument pas au courant de notre passage. Et l'entreprise générale, qui, elle, aurait dû nous prévenir, mais évidemment, ne l'avait pas fait. Donc, ce qui s'est passé sur ce chantier-là, c'est qu'il a été fait en deux zones, 2 années, 2 phases différentes. La première concerne justement le gros bâtiment que vous voyez à l'arrière, qui est déjà en cours de construction, mais une petite zone, pour nous en tout cas beaucoup plus petite en surface par rapport à tout l'aménagement qui est là, mais qui, elle, a pu faire en 2012 l'objet d'une fouille préventive. Et vous voyez le plan que ça peut donner, la grande zone ici, qui a été vraiment aussi faite en sauvetage, parce qu'il y avait une équipe de 2 personnes sur ce grand chantier avec les machines qui retournaient le terrain en plusieurs passes. Néanmoins, l'archéologue qui a travaillé là a quand même pu prendre les relevés des casernes existantes, donc qui avaient été déjà démolies. Elle est retombée sur les fondations des casernes espagnoles qui se trouvaient en dessous. Et lors d'une deuxième passe, donc plus profonde encore, elle a eu l'occasion de retrouver les vestiges, je dis bien juste les vestiges, les traces et les témoins d'occupations plus anciennes, au XVIe voire XVe siècle, et elles sont ici matérialisées par donc ces grandes lignes, ces grandes tranchées ici, qui sont des négatifs de murs, des fossés, des puits, qui étaient inconnus évidemment de l'aménageur. Michel vous l'a montré. On reçoit à chaque fois également, on demande les essais de sol, on demande les plans. À chaque fois, les essais de sol se font là où il n'y a pas de nappe, où il n'y a pas de puits. Et à chaque fois, c'est la surprise pour eux de voir des nappes perchées, des rétentions d'eau à différents endroits. Donc parfois, ils sont bien contents que les archéologues aient pu faire le travail auparavant. Ce chantier a permis aussi de nous rendre compte que sur 1,50 m à 2 mètres d'épaisseur, mais ce ne sont pas que des remblais à la ville de Mons, mais il y a des vestiges qui sont préservés. Et sur toute cette surface-là, malheureusement, on peut dire là qu'ils sont évoqués, mais n'ont pas pu être fouillés. Et ça nous a quand même un peu interpellés, dans le sens où il y a facilement 1,50 m de stratigraphie, où le Mons médiéval se retrouve sous la ville actuelle. Et ça s'est déjà vérifié en plusieurs endroits des fouilles qui sont en train d'être récurrentes pour le moment. Et donc, fort de cette expérience-là, il avait été négocié que le petit bâtiment qui allait être construit l'année suivante, alors la surface de ce bâtiment-là allait faire l'objet d'une fouille préventive. Et vous voyez que tout de suite, le plan est beaucoup plus complet, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus fouillé, évidemment, dans la mesure où l'archéologue qui a fouillé là a pu démontrer que l'habitat était déjà bien présent au XIVe, voire XIIIe siècle dans ce quartier qu'on pensait être complètement vierge de toute construction avant le XVIe ou le XVIIe siècle. Or, il y a des présences d'habitat déjà à la fin du Moyen-Âge, d'après les vestiges qui sont trouvés, mais le mobilier céramique aussi, et il y a aussi du mobilier un peu plus ancien. Donc voilà quelques expériences de fouilles préventives. Maintenant, Michel, vous avez parlé des différents types de travaux. Outre la fouille préventive, quelle que soit la façon dont elle se passe, une de nos autres missions est la surveillance des travaux, parce qu'on ne peut pas évidemment empêcher les travaux dans tous les sens. Mais ça peut concerner également
le suivi de tranchées d'égouttage, de tranchées de pose de conduite qui mènent vers de doubler les ruisseaux, des choses comme ça, des poses de conduite beaucoup plus profondes, conduite de gaz et autres. Et donc ici, quelques exemples à Tournai notamment, où dans les tranchées de la canalisation sont découverts des éléments de la deuxième enceinte et d'une tour. L'intérêt évidemment de suivre ces travaux, c'est que on ne sait pas sur quoi on va tomber, et même si on n'a pas les vestiges en entier, on peut au moins les localiser parce qu'ils sont touchés par les travaux. Parfois ils sont coupés justement, mais ça nous permet aussi d'avoir la profondeur à laquelle on les atteint, leur état de conservation, leur épaisseur et une certaine stratigraphie. Donc ces travaux ont vraiment toute leur importance, évidemment, pour pouvoir l'étendre lors d'éventuels travaux à côté, dans les parcelles adjacentes. Donc là, vous avez un exemple en ville, un autre tracé de canalisation. Là, vous voyez que c'est pas de chance. À Tournai toujours, ils sont tombés, mais en plein sur une enceinte de l'époque de Vauban. Évidemment, je pense qu'à ce moment-là, ils ont dû un peu décaler leur projet pour ne pas poser la conduite dans le mur. Mais c'est tout l'intérêt, c'est qu'on savait que l'enceinte passait quelque part, mais grâce à ces travaux-là et aux surveillances, il est permis de les positionner convenablement, correctement maintenant. Un autre grand chantier en Hainaut, c'était la place de la Digue à Charleroi. C'est un chantier, évidemment, Charleroi, c'est une ville fortifiée, fortification française, et la place de la Digue se trouvait à cet endroit-ci, comme on le voit sur le plan en relief. C'est une opération qui devait être planifiée également. Le problème, c'est que dans des grands travaux comme ceux-là, l'aménageur, lui, pense à son parking souterrain, il le voit terminé, dessiné et autres. À l'entreprise après de se débrouiller pour tout mettre en œuvre pour réaliser ce parking, et avec toutes les conditions et les contraintes qui s'y trouvent. Et le problème, c'est que même si les archéologues, même s'il est bien prévu que les archéologues y soient, en général, les entreprises ne savent pas comment mener leurs travaux, et nous, on doit être là au moment où ils les font. On ne peut pas arriver en archéologie préventive, mais au moment des suivis. Et là, vous voyez un peu, on va dire, une photo d'ambiance au moment où les archéologues doivent apercevoir les vestiges, engranger, enregistrer, photographier de loin, malheureusement, dans certains cas. Et vous voyez un peu l'ambiance des travaux, mais vous voyez que les vestiges sont quand même ici bien présents et vraiment pas très profonds sous la surface actuelle donc de la place. Mais donc, à ce moment-là, cette archéologie préventive doit devenir une surveillance des travaux, parce qu'il n'est plus question de commencer à arrêter des travaux pour... comment ? Oui, vas-y. Petite information qui a son pesant d'or dans ce cadre-ci, c'est qu'effectivement, on savait dès le départ qu'on ne pourrait pas faire de préventif, que ce serait bien un suivi. Et donc, on avait négocié des journées d'arrêt potentiel des travaux en cas de nécessité. C'était vraiment l'objectif. L'entreprise était informée qu'elle pourrait avoir jusqu'à 30 jours d'arrêt, et donc elle devait rendre prix en fonction de ces 30 jours d'arrêt. Au final, seuls 10 jours d'arrêt ont été réclamés. Tous les autres jours, négociation avec l'entrepreneur, parfois quand on arrive le matin, en se disant vous allez travailler dans cette zone, nous allons travailler dans une autre. Donc on essaye au maximum d'éviter ces arrêts de chantier, même si légalement ils ont été négociés, parce que c'est une problématique pour les uns comme pour les autres. Par contre, est passé dans la presse le fait que les travaux avaient pris du retard parce qu'il y avait eu des fouilles, ce qui est évidemment totalement faux, puisque à l'origine, on avait bien prévu 30 jours, mais qu'on n'en a utilisé que 10. Et donc, quand je vous dis que parfois on sert d'excuse, c'est vraiment très très fréquent. Malgré le fait que, même si la négociation est parfois dure, les relations avec l'entreprise se sont très très bien passées au final. Donc voilà. Oui, alors le chantier était d'autant plus important pour Charleroi qu'on se trouvait vraiment au cœur de la cité Carolo, dans le sens où ces vestiges, c'est l'origine de la ville. L'origine de la ville, c'est une fortification, une forteresse qui est née de rien, juste parce qu'on avait besoin à cet endroit de verrouiller un passage sur une frontière fortifiée.
Et donc on s'est retrouvé dans une zone où non seulement on avait la muraille, mais également on retrouve ici en haut le petit décrochement dans la maçonnerie. C'est une des portes de la ville, il y avait 6 portes d'accès à cette époque, donc c'est vraiment par là qu'on entrait à Charleroi, en tout cas par une de ces portes que l'on entrait à Charleroi. On est là dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et puis on a retrouvé, figé dans les pieux, la présence des piles du pont qui menaient à cette porte. Alors, pile du pont qui avait ceci d'intéressant qu'elle ne correspondait pas tout à fait à ce qu'on avait sur le plan relief. Donc là, l'archéologie documente véritablement d'une manière nouvelle cette information. Et puis par ailleurs, parce qu'on avait alerté les autorités à l'époque en leur disant « ces vestiges sont bien présents, réfléchissez avant démolition ». La question se pose d'une éventuelle préservation et on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Voilà. Voilà pour Charleroi et les travaux en ville. Maintenant, la surveillance des travaux, ça peut se faire également en pleine campagne, comme l'archéologie préventive d'ailleurs, que ce soit la pose de conduite, je l'ai dit tout à l'heure, conduite de gaz, conduite d'égout, doublée pour les stations d'épuration, doubler les ruisseaux et autres. Donc ici, on est à Franley-en-Vin, où on pensait trouver quelque chose, mais il s'avère parfois que l'évaluation est négative, et donc à cet endroit-là, il n'y avait rien du tout. Par contre, à Binche, le Val-Traigny, le suivi, je crois que c'est la suite. On savait qu'à cet endroit-là se trouvaient les vestiges d'une fameuse église, d'une ancienne église Saint-Martin, et effectivement, les tranchées ont recoupé certains murs que vous voyez, ça marche pas, ici. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, on n'a pas le plan de l'église, mais on sait maintenant exactement dans la parcelle où elle se trouve, puisque il faut insister, puisque justement la tranchée permet d'avoir un profil dans toute la parcelle et dans le paysage, et d'avoir un peu l'environnement et le contexte aussi, et éventuellement de recouper d'autres sites qui étaient inconnus ou d'autres vestiges qui étaient inconnus à cet endroit-là. Donc ici, l'intervention de l'archéologue s'est limitée à relever les vestiges qui se trouvaient dans la tranchée pour positionner correctement l'emplacement de cette fameuse église qu'on connaissait. Ça permet d'avoir aussi, je disais tout à l'heure, le taux d'arasement des vestiges et leur état éventuel de conservation, ce qui permettra, le cas échéant, de travaux dans la parcelle elle-même, à ce moment-là, de prévoir une fouille préventive, puisqu'on sait qu'à cet endroit-là, il y a des vestiges qui seront menacés. Un autre chantier de suivi, on revient à Mons, à la place du marché aux herbes, c'était l'an dernier, où la place a été complètement refaite, et donc il était prévu dès le départ aussi un suivi, puisqu'on ne peut pas commencer à tout fouiller, et que les aménagements de toute façon ne le nécessitaient pas, puisque le fond de coffre ne descendait pas partout et pas nécessairement jusqu'à détruire tous les vestiges archéologiques. Donc il était décidé dans un premier temps de suivre la pose du collecteur principal. Alors là, on est confronté à d'autres problèmes, comme vous le voyez. La pose de conduite est très profonde et se trouve à 2,50 m, voire 3 mètres de profondeur. Et donc, l'entreprise, elle, est obligée de poser des blindages. Ce qui ne nous aide évidemment pas, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se trouve derrière. Ce sont les profils, pour avoir un peu une idée de la stratigraphie. Néanmoins, le fait de suivre ces travaux de manière régulière permet quand même de temps en temps, ici, vous voyez, c'est un pertuis qui se trouve ici, c'est pour ça que j'ai choisi la photo. Il y a un pertuis qui est beaucoup plus compliqué à l'intérieur parce qu'il y a un tas d'aménagements, mais qui permet aussi, et vous le voyez tout juste derrière le blindage, on a pu faire des observations et de relevés avant, avec l'emplacement des murs mur extérieur d'une ancienne cave, le remblai et l'aménagement. Et plus bas, on ne le voit pas sur la dia, mais on peut à certains endroits atteindre le sol en place. Et donc ça nous donne des informations sur les vestiges qui se trouvent sous la place du marché aux herbes notamment. C'est là ou d'autres ailleurs. Et donc dans un second temps, il était convenu de pouvoir fouiller certains secteurs et que l'entreprise travaille d'un autre côté, mais au final, les travaux, de la manière dont ils ont été réalisés, et de toute façon, les fonds de coffre ne descendant pas assez bas,
et on s'était rendu compte qu'il y avait énormément de remblais, mais cette opération a été annulée et ça en est resté un suivi parce que de toute façon on n'aurait pas pu engranger beaucoup d'informations archéologiques et donc toute notre l'énergie s'est portée sur d'autres chantiers parce qu'ils n'ont pas manqué à Mons. On est appelé alors, outre les fouilles préventives et les suivis, pour des découvertes fortuites lors de travaux. Ici, c'est un exemple à la rue des Sœurs Noires où l'entreprise interpelle le service de l'archéologie pour la découverte d'un puits, en tout cas d'une portion de puits, comme vous le voyez là. Bon, mais toutes ces c'était un puits qui n'était pas connu, donc c'est un point nouveau sur la carte archéologique, mais enfin là en même temps on est en plein centre, en plein centre ancien évidemment. Donc voilà, c'est tout l'intérêt et c'est une découverte fortuite. Et là, l'entreprise a bien joué son rôle de nous avertir, évidemment, afin que le service puisse opérer toutes les observations nécessaires. Ça contribue évidemment à une meilleure connaissance du réseau hydraulique et l'accès à l'eau dans la ville. Ici, un autre cas à Antoine-Calonne, c'est un puits qui a été trouvé un peu comme au centre du design ici à Mons, dans un bâtiment. Or, il se fait qu'avant, il était forcément à l'extérieur, donc il y a toute une histoire du bâtiment également. C'est la commune qui a appelé, et la commune a décidé de mettre ce puits en valeur. Donc parfois, le patrimoine, quand même, intéresse aussi et est remis en valeur soit par les propriétaires, soit par la commune, soit par les aménageurs. Ça peut arriver également, même dans le cas de découvertes fortuites comme celle-ci. Alors une autre découverte fortuite, mais de taille, on va dire celle-là, parce que ça arrive quand même aussi. On ne trouve pas que des petites choses. On est ici à Merble-Château, le long de la Sambre, où lors d'un aménagement de zoning, des murs ont été mis au jour. Et là, l'entreprise a été priée d'arrêter ses travaux de toute manière. Là, l'entreprise n'avait pas prévenu directement le service de l'archéologie non plus, donc était quand même en défaut, la commune aussi. Et donc là, ce qui a été trouvé, voilà l'emplacement, c'est l'emplacement de toute une villa romaine et de tout le complexe d'habitat de la villa. Voici quelques murs. C'est à raser. C'est une villa qui s'étage et qui descend vers la Sambre, et donc qui était certainement en relation avec la rivière. Une très belle cave, évidemment, un beau cellier a été mis au jour non loin du secteur de l'habitat. Vous voyez qu'il y a encore quelques beaux murs conservés. Et, surprise de taille, un trésor qui a été trouvé dans une des pièces de l'habitat, consistait en un chaudron en bronze qui renfermait un autre chaudron, un autre récipient en bronze, et les restes d'un coffret qu'on devine plus ou moins ici, qui était posé sur la brique et qui lui renfermait un trésor de monnaie, de cuillères en argent et d'autres objets qui ne sont pas tous ici représentés. Donc parfois les découvertes fortuites, mais elles sont rares. Celle-ci, c'est quand même la seule. Mais elle est quand même fort intéressante et du coup, cette découverte fortuite, évidemment, a fait l'objet d'une fouille qui est devenue, on va dire même programmée, parce que c'est une collaboration avec l'université de Bruxelles. Donc cette fouille est entièrement menée. L'archéologue est en phase de publication et la publication va bientôt sortir. Et ce trésor va être mis en valeur au musée de Marimont. Il va être exposé là-bas, donc vous pourrez aller le voir bientôt. Pardon. Alors on aborde le dernier volet, on va dire, parce que fouiller, vous avez bien compris que tout ce que nous on fouille, on est bien résolu à savoir que ça va être détruit, quand ça ne l'est déjà pas quand on arrive. Et donc d'office, ça va être ça. Donc est-ce qu'il faut vraiment, on fouille quand on peut, mais est-ce qu'il faut tout conserver? Là est la question, puisqu'on ne peut pas non plus empêcher les aménagements, on ne peut pas empêcher les constructions, on ne peut pas empêcher les poses de conduite, on ne peut pas empêcher l'évolution de l'urbanisme. Donc il y a plusieurs notions qui s'imposent, et ça on fait référence aux conventions dont on a parlé tout à l'heure, la Valette notamment, et on joue quand même pas mal là-dessus aussi, sur la notion de réserve archéologique. C'est-à-dire qu'ici on revient à la parcelle que Michel vous a détaillée tout à l'heure en contexte urbain à Enghien, où on savait que déjà pour les archéologues la partie avant était complètement détruite parce qu'il y avait déjà des caves. Elle a fouillé toute la partie sur laquelle le projet portait, mais le reste de la parcelle n'était pas menacé par les travaux.
donc il n'a pas fait l'objet de fouilles archéologiques. Et donc ces morceaux de parcelles, ou ces parcelles-là en tout cas, on les conserve en réserve archéologique pour les générations futures. Il faut donner du travail plus tard aux archéologues, on va dire, mais surtout les techniques auront évolué et donc on ne peut pas toujours tout fouiller non plus. Et donc à ce moment-là, la notion de réserve archéologique apparaît de plus en plus dans pas mal de dossiers aussi, où on se rend bien compte qu'on ne peut pas tout fouiller. Les cas de découverte fortuite aussi nous amènent à voir un peu ce qu'il faut faire, comment on conserve ou pas. Ici, ce sont les cas de découverte fortuite à Mons l'an dernier lors de travaux. Et là, c'est un peu les bonnes relations qui s'instaurent entre justement le service de l'archéologie et les auteurs de projets, dans le cas ici de la ville de Mons, et les entreprises aussi, parce que pour finir, ce sont toujours les mêmes entreprises qui ont les gros projets. On finit par se connaître et à savoir un peu comment les uns et les autres travaillent. Et donc voilà. Et dans ce cas-ci, on a été appelé parce que lors de percement pour de travaux dans une cave, ils sont tombés sur un conduit, une espèce de tunnel qui se trouve sous la rue d'Anguien à Mons. Et là, donc, on a eu tout le loisir pendant les 2-3 semaines où cette ouverture était pratiquée et avant qu'il l'obture, de descendre dedans et de procéder à tous les relevés. Alors il faut savoir que c'est un tunnel qui fait plusieurs mètres de long, qui a été coupé à un moment donné parce qu'il a servi de cave et on voit les descentes de cave des maisons adjacentes qui descendaient dedans, mais ces murs de cave ont été percés parce qu'il y a un petit curieux qui a voulu aller voir jusqu'où allait ce tunnel, jusqu'au moment où il a quand même rencontré un mur que lui n'a pas percé. Donc on est arrivé à une obturation donc de ce tunnel. Néanmoins, on sait que forcément de l'autre côté et sous la route, il continue. Alors avec les moyens maintenant justement de stations Total et autres, on a tous les niveaux et on a procédé et au plan et à la coupe de ce tunnel. Et on sait maintenant que dans le cas d'autres travaux, sous X mètres de remblai, on va trouver ce tunnel qui monte, on va dire, direction vers le château. Maintenant, il faudrait aller vérifier, mais on sait que de ce côté-là, il y a du potentiel. Il n'était pas question de reboucher ou quoi que ce soit, simplement l'accès à ce tunnel, on va dire, a été obturé dans le cadre des travaux de rénovation du bâtiment, mais on sait qu'il existe et on a pu aller faire tous les relevés nécessaires. Alors évidemment, quand on est appelé dans des bâtiments comme ceux-là, on voit un petit peu, on se promène un peu dans le bâtiment, et il se fait qu'il y a une autre découverte fortuite qui a été faite dans ce bâtiment, c'est-à-dire qu'en se promenant dans les caves, on s'est rendu compte qu'il y avait une cave voûtée, surbaissée, mais tout en moellon. Alors que dans les caves de Mons, en général, quand elles sont plutôt 16e, elles sont en briques. Ici, elles sont en moellon, étaient beaucoup plus anciennes. Et donc, notre service, on s'est rendu à 2 sur place et on a attiré l'attention des auteurs de projets qui pourtant étaient déjà en bout de course. Le bâtiment était déjà très très bien avancé dans les travaux et Mons 2015 arrive pour tout le monde, l'échéance est là. Il était question en fait dans le projet de percer la voûte de cette cave pour y installer des sanitaires. Donc notre rôle a été, alors qu'il n'y avait pas de clause archéologique, rien du tout, on a attiré l'attention donc de l'auteur de projet en disant mais c'est quand même malheureux, il y a une cave là, du 14e, 15e siècle que vous allez percer pour installer des sanitaires, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de la sauver d'une manière ou d'une autre? Et donc, le projet a été revu in extremis et la cave est sauvée et ils ont pu trouver d'autres solutions pour installer les sanitaires ailleurs d'une autre manière et la cave sera visible quand le projet sera terminé. Donc ça, c'est une on ne peut pas dire une victoire pour nous, mais en tout cas une victoire pour le patrimoine, puisqu'on voit bien qu'il y a toujours moyen. Il y a moyen, en discutant et en attirant l'attention, en sensibilisant, de pouvoir sauver du patrimoine, même en bout de projet, et sans que ça ne génère des coûts, parce qu'évidemment, on est bien conscient qu'un changement de projet comme celui-là peut générer des surcoûts pour l'auteur de projet, pour le propriétaire. Dans ce cas-ci, c'était tout à fait raisonnable, et on a eu la grande surprise de nous annoncer qu'ils avaient trouvé une solution. Alors, une autre de nos missions qui est de travailler aussi, c'est dans le cadre de certificats de patrimoine, donc qui concerne essentiellement les monuments classés qui sont affectés ou réaffectés à d'autres fonctions. Le cas notamment du Fort Rouge à Tournai, qui est réaffecté en logement. Dans ce cas-là, des études préalables et une fouille préventive, enfin plusieurs fouilles même préventives, ont été menées, plusieurs campagnes, pour engranger un maximum d'informations, pour alimenter évidemment
le projet de restauration et le projet de réhabilitation du fort et de cette tour de l'enceinte. Et voilà ce que ça donne au final avec les observations archéologiques, les mises en valeur pour que ce soit que le monument devienne vraiment un objet archéologique, mais qu'il soit respecté également et mis en valeur de la sorte, et que les archéologues aient pu engranger les informations nécessaires. Un autre endroit à proximité, ici dans la région, à proximité du monument classé, on se trouve ici à Carnion au moment de la phase de la rénovation de la Grand Place, donc en 2008 et en 2009. Mais il faut savoir que la tour qui est ici classée, qui est la tour Saint-Quentin, c'est l'ancien clocher de l'église qui se trouvait à cet endroit-là. Et donc, là, on a été averti vraiment dès le début du projet, et ça a été mené vraiment de concert dès le début avec le permis d'urbanisme et autres. Les clauses archéologiques étaient bien présentes. Donc la fouille préventive a pu être menée. Bon, il y a eu quelques aléas parce que l'entreprise avait bien compris que nous allions fouiller ici devant. Et en arrivant, ils nous ont expliqué qu'ils allaient faire un grand trou de 2 mètres de profondeur dans lequel on allait pouvoir jouer pendant 2 mois. Puis on leur a expliqué que ce n'était pas tout à fait comme ça qu'on envisageait, nous, les choses, parce que les vestiges se trouvaient directement sous les pavés. Enfin, toujours est-il qu'en 2 campagnes de fouilles, donc de plusieurs mois, toute cette place a été fouillée, de même que toute cette zone-ci. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on était bien conscient qu'on n'allait pas pouvoir tout conserver non plus, évidemment. Les vestiges des anciennes églises, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, il y en a une qui appartient, on va dire, à la phase de l'édification du clocher, mais l'archéologue qui a fouillé là a retrouvé les phases anciennes et même remonté jusqu'à la période mérovingienne et jusqu'au premier sanctuaire carolingien, donc sur la place de Carnion. Et il était décidé, donc dès le départ, voilà le projet qui était prévu, c'est l'intercommunal IDEA qui avait monté le projet. Vous voyez ici la tour Saint-Quentin avec ses contreforts, et c'est ça qui avait servi de dessin à l'auteur de projet pour dessiner le dessin de la Grand Place. Et là, on était intervenu dès le début du projet en disant non seulement on va fouiller, mais il y a de grandes chances qu'on trouve les restes d'une église, et il serait peut-être opportun, en fonction des découvertes qu'on va faire, de modifier votre projet de dessin au sol. Et donc, il a été choisi, donc, de concert avec l'archéologue qui a fouillé, de modifier le dessin et de conserver le plan de l'église auquel, en tout cas, se raccroche la tour qui est existante. Parce qu'il y avait plusieurs plans d'église, il a bien fallu en choisir un, soyons cohérents. On a pris celui qui correspondait au clocher qui est toujours debout. Et donc, si vous allez maintenant sur la place de Carnion, vous avez encore tous ces espèces de cercles comme ça, mais à un endroit, vous avez quand même le dessin de l'église qui est une façon de préserver, ou en tout cas de montrer et de conserver la mémoire des témoins qui sont là en dessous. Donc, on est bien conscient, on ne conserve pas tout, on fait des marquages au sol. Alors, nous voilà à celui qui a peut-être causé le plus d'émoi ces derniers mois à Mons. C'est le parking de la gare de Mons notamment, où on voit que fouiller, ici, on était aussi dans un cadre d'archéologie préventive, que ce soit clair dès le départ. Le dossier était monté, les archéologues étaient prévus dès le début. Le problème, c'est que quand l'entreprise a voulu commencer, elle ne savait pas comment elle allait mener ses travaux, et nous, on ne savait pas comment on allait intervenir. Donc, c'était presque au jour le jour où on savait comment on allait pouvoir intervenir ou non sur ce chantier. Toujours est-il qu'on est quand même intervenu, pas mal de personnes l'ont vu, où on a retrouvé non seulement les fortifications hollandaises, mais d'autres vestiges donc plus anciens. Mais voilà un peu une idée des travaux, comment ils ont été menés. L'équipe archéologique se trouve là, et vous voyez qu'il y a des camions, il y a des dépôts de matériaux, il y a quand même la machine qui fonce déjà les pieux un peu à tous ces ans, qui commence à foncer donc les pieux sur les parties latérales du parking. Voici ici les deux gars de l'équipe archéologique, et ça, ce sont ceux de l'entreprise, donc ils travaillent toujours avec cette machine. Donc vous voyez qu'il y avait vraiment proximité, mais il y a quand même eu moyen de tirer pas mal d'informations. Voilà donc une des vues du rempart hollandais qui était visible donc depuis plus ou moins les quais, en tout cas depuis l'intérieur du chantier. Et là, malheureusement, tout le monde n'a pas eu l'occasion de les voir parce que ces murs sont quand même relativement épais, ils étaient quand même très, très imposants.
Et donc voilà ce qui existait. Cette photo-ci, je voulais vous la montrer parce que on est ici le long du boulevard, on est de ce côté-là, et on voit déjà, après la première passe, la hauteur de 2 mètres de rempart qui ont déjà été éliminés par les machines, et on voit qu'ils affleuraient, en tout cas du côté de la route, ils affleuraient ici avec quelques remblais supplémentaires, et donc ça c'était la première passe, et la deuxième passe a vraiment complètement évacué l'ensemble de ce rempart et le départ du bastion numéro 14. Malgré ça, les contacts avec l'entreprise générale sur place a été excellent parce que dans ce cas-ci, par exemple, c'est au moment où les autres travaux, la tour n'existait déjà plus. Je vais y revenir, mais c'est carrément le conducteur des travaux qui nous a dit, mais voilà, on vient justement dégager l'angle interne. Il était bien conscient de la problématique et de ce que nous recherchions comme information. Il nous a appelé exactement au moment où les murs étaient bien dégagés et où nous avons pu faire nos relevés. C'est-à-dire que tout était dans cet état-là, on a juste eu à gratter les murets et puis prendre les alignements de murs et le départ du bastion. Et donc maintenant, grâce à ces travaux-là et à son appel, on a pu positionner correctement les murs. Mais bon, on est bien conscient que pour faire ce parking, les murs, ils ont dû partir. Voilà un peu une image aussi, tout le monde n'a pas nécessairement vu, où on voit vraiment les remparts intégrés dans les pieux qui ont été foncés. C'est une image un peu symbolique, mais bon, voilà, ils sont conservés là, si on peut dire. Alors on va venir maintenant à la fameuse tour médiévale, ou les fondations de la tour médiévale qui ont été retrouvées donc, à l'intérieur du bastion. Vous allez comprendre tout de suite après avec le plan pourquoi on a conservé ces tours à cet endroit-là. Voici un détail. Certains ont pu l'approcher de près, d'autres pas. Donc vous voyez qu'il reste, on va dire, 1,50 m à 2 mètres de maçonnerie. Et vous voyez qu'elle repose directement sur la terrée, sur du sable et sur des terres plus foncées. Voilà un petit peu en plan ce que ça donne. Vous avez ici un plan, ça c'est l'ensemble du parking qui est en train d'être creusé, devant la gare. Et vous avez ici un détail de ce qui a été fouillé ici. Donc le bastion avec le point que je vous montrais tout à l'heure, là où l'entreprise nous a appelés par après. Donc vous voyez qu'on arrive à compléter le plan de manière assez significative. On est ici dans un des bastions, là il n'y avait plus rien à trouver. Et ici on est dans le bastion où a été retrouvé justement les vestiges de la fondation de la tour et tout ce qui est en jaune ici, la terrée du Moyen-Âge, donc la levée de terre sur lequel vous voyez était venue s'accrocher la tour du XIVe siècle. Vous la voyez ici et vous voyez vraiment bien la terrée qui se trouve à cet endroit-là. Évidemment, on a trouvé également des vestiges plus récents, 19e, les gares plus récentes et autres qui passaient donc par-dessus. Il faut savoir que dans toute cette partie-là, il est évident qu'on n'a rien trouvé parce que quand les fortifications hollandaises ont été édifiées, eh bien tout ceci servait de fossé et donc il n'y avait plus rien. Sur 4 mètres de profondeur, il n'y a plus de vestiges archéologiques. Le seul endroit où on pouvait en trouver, c'était à l'intérieur du bastion où ça avait été juste arasé. Alors dans ce cas-ci, l'entreprise a été bien consciente de la découverte qui est quand même majeure pour Mons, puisque la seule autre tour qui est connue, c'est la tour valenciennoise. Celle-là est bien conservée et est en place. Donc celle-ci, c'est quand même une découverte majeure. Et donc les archéologues ont eu le temps de faire la fouille nécessaire, les relevés nécessaires. On est même allé jusqu'à utiliser un nouveau matériel qu'on venait de recevoir, qui est un scanner 3D, qui a permis de prendre le relevé informatique intérieur et extérieur de la tour. Donc on a vraiment tous ces points, on sait exactement comment elle était. Tout ça complété des dessins et des photos à la main. Et vous voyez qu'ici, il y a, décidément, cette souris, ici, vous voyez qu'on a procédé au relevé et au dégagement. Simplement pour vous montrer ici le niveau d'arasement de la tour et de la fouille, puisqu'on est ici au niveau du boulevard actuel, au niveau du trottoir, et pour vous montrer ce qui restait essentiellement de la tour qui est accrochée sur une terrasse, c'est-à-dire qu'elle ne tenait presque pas, et la tour qui montait et l'élévation seulement de la tour qui était là. Tout ça pour dire que dans ce cas-ci, c'était difficilement concevable de la maintenir en place, puisque de toute façon elle était au milieu du parking.
Quelque part, quand on était sur place, on se rendait bien compte que ce qui tenait les fondations en place, c'était surtout le mortier, parce que même les pierres se désagrégeaient. Il n'y avait pas moyen d'en faire quoi que ce soit, et elles se désagrégeaient toutes seules. Donc il a été effectivement décidé de prélever une partie de cette tour, parce que de toute façon, c'est un bloc de pierre de maçonnerie tellement lourd et indéplaçable en soi. Donc pour en garder un témoin, il y a, les archéologues eux-mêmes sont allés avec l'entreprise pour décider, choisir du quartier qui allait être conservé de cette tour. Il a été déplacé par l'entreprise lui-même et entreposé à l'arrière sur entre les deux chantiers derrière la gare, là où ils déposent leurs matériaux également, avec du bitume et du sable par-dessus. Mais dans ce cas-ci, il était difficilement concevable de la conserver et en place, ou comme ça avait été évoqué, à l'emplacement du puits de lumière, ou de la déplacer ailleurs, parce que cette tour sans la terrer ne représente rien, c'est un tout et ce ne sont que des fondations. Donc dans ce cas-ci, il a bien fallu se résigner effectivement à la laisser partir. Mais on a eu le temps d'engranger toutes les informations et comme dans le cas de Charleroi, les premières informations qui étaient sorties, les archéologues retardent le chantier, ce n'était pas le cas du tout, c'était bien prévu comme ça aussi. De toute façon, on peut dire ça pour la tour, mais on peut dire ça pour les remparts hollandais qui avaient aussi toute leur importance et tout leur intérêt, évidemment. Alors ensuite, Michel vous en a déjà touché un mot aussi. Une fois la fouille est terminée, ce qu'on conserve aussi, c'est évidemment tous les dessins que nous réalisons, les dessins de détail. Ici, vous avez l'exemple d'un fossé et de son dessin en dessous. Vous voyez que c'est relativement détaillé, au 10e, au 20e, en fonction de l'intérêt de la structure et de son importance. Vous voyez qu'on récolte tous les ossements animaux, on récolte les graines, on fait des prélèvements de pollen. Évidemment, tout ce qui est céramique, objets, verres et autres font après l'objet d'attention, de nettoyage, de restauration, d'inventaire et autres. Et donc ça, ce sont toutes les études qui suivent et toute la partie de l'archéologie, qu'elle soit préventive ou autre, et qu'on ne voit pas, mais donc qui apporte aussi tout son land d'information, en plus des structures, puisque là, on vous a essentiellement montré les structures, mais pas tout ce qui allait avec et au-delà. Et donc ici, les caisses et tout ce qui est conditionné de manière adéquate dans nos locaux. Tout ça pour arriver enfin, et c'est une manière de conserver la mémoire de ce qui est forcément détruit, puisque ça c'est notre lot quotidien, on sait que tout ce qu'on fouille va être détruit. Ce sont les chroniques les notices que nous sommes tenus de rédiger dans la chronique de l'archéologie wallonne. Donc il reste une trace de toutes les interventions archéologiques. En général, ce sont des notices assez courtes, mais au moins elles le signalent. Il existe des fiches du patrimoine et alors des publications plus conséquentes une fois que le site est étudié, et donc les publications qui mettent évidemment beaucoup plus de temps pour sortir parce qu'elles sont dépendantes des études et des confrontations entre les différents spécialistes pour arriver à des synthèses cohérentes, évidemment, mettent un peu plus de temps. Mais vous voyez que les livres quand même ne manquent pas et qu'on fait vraiment tout notre possible, et pour diffuser les informations aussi par le biais d'expositions ou de conférences. Et donc en conclusion, on a fait un peu le tour au bout de ces 25 ans, là, on vous a bien expliqué un tas de choses, et on voit que le bilan, malgré tout, commence à être positif en ce qui concerne l'intégration de l'archéologie dans l'aménagement du territoire par le biais du Quatup, par le biais de la législation. Vous aurez bien compris que maintenant, l'archéologie, c'est une obligation légale à partir du moment où elle est dans le permis d'urbanisme, mais aussi en ce qui concerne les découvertes fortuites, c'est le cas de chaque citoyen qui est tenu d'avertir de découvertes, que ce soit chez lui ou en rue ou dans les champs ou ailleurs. Alors l'archéologie, pour nous, pour les archéologues, évidemment, cette arrivée de l'archéologie préventive, ça nous a apporté, vous l'aurez vu, une quantité d'informations. On n'aurait pas pu fouiller si ça n'existait pas, si on n'était pas tenu de faire des fouilles avant la destruction des vestiges. Que ce soit en ville ou dans tous les territoires, puisque ça a permis de renouveler les connaissances, quelles que soient les périodes, période préhistorique, mais surtout proto-historique, romaine et médiévale, comme on l'a vu avec des structures, des fermes 16e, 17e siècle aussi. Pour les aménageurs, on vous l'a précisé plusieurs fois aussi, le fait que nous fouillons, on trouve des choses auxquelles ils ne pensaient pas
dans les parcelles, en tout cas sur lesquelles ils avaient projeté quelque chose, surtout essentiellement les conduites d'eau, les puits, et les nappes et autres. Enfin, un tas d'autres choses aussi, les massifs de maçonnerie qui, eux, leur génèrent des surcoûts. Et s'ils avaient peut-être pris la peine de consulter le service, ils auraient peut-être su qu'il y avait quelque chose là avant. Et donc, mais ce qu'on retiendra, nous, surtout de tous ces projets et de tout ce travail, c'est une collaboration qui est toujours, on va dire, de plus en plus fructueuse et de plus en plus positive, en tout cas que ce soit avec les auteurs de projets, les architectes, mais aussi avec les entreprises sur place, avec les conducteurs de chantier, avec les différentes autorités avec qui maintenant on peut quand même négocier, puisque on apprend quand même chacun à se connaître, à connaître le travail des uns des autres, les intérêts, et on voit que ça peut fonctionner sur pas mal de chantiers, et ça c'est un effet qui fait un peu boule de neige, et donc c'est quand même relativement positif, et on voit que chacun y met du sien aussi quand il s'agit de négocier une zone à travailler plutôt qu'une autre. On y arrive en discutant vraiment sur le terrain au jour le jour, il y a moyen de trouver de bons arrangements. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de plaider pour comme il est écrit, une meilleure intégration de l'archéologie dans les projets, non seulement au moment du permis d'urbanisme, au moment où on les examine maintenant, parce que c'est le Quatub qui veut ça, mais si on peut le faire le plus en amont, ça c'est déjà vu pour d'autres projets, ici pour Carnion, pour d'autres aussi, où les aménageurs viennent vraiment nous trouver, dans le cas d'études d'incidence aussi. À ce moment-là, on peut déjà orienter le projet en disant attention, là il y a ceci, il y a cela. Et on est parfois, les fouilles archéologiques peuvent alors être prévues parfois dans même les cahiers des charges, comme ça a été le cas pour Charleroi ou pour d'autres. Et donc à ce moment-là, ça nous facilite la tâche aussi, mais l'entreprise n'est pas non plus prise au dépourvu et ça ne génère pas non plus nécessairement ni des retards, ni des surcoûts ou quoi que ce soit. Donc quelque part, le bilan est relativement positif. Et donc par toute cette exposé, on a essayé de vous montrer une image différente de l'archéologue tel qu'on le voyait auparavant. Alors ça nous permet aussi, Michel vous l'a dit plusieurs fois, ce sont les 25 ans de l'archéologie en Wallonie. C'est une fête en tout cas. Il y a beaucoup d'activités qui seront organisées sur tout le territoire de la région wallonne, mais en Hainaut. Et alors on voulait pointer les principales qui vont se dérouler bientôt. Donc c'est un printemps des sciences au PASS auquel on est associé. Non seulement ce week-end-là, mais la semaine qui précède pour les écoles. Et il y aura quand même quelques expositions d'envergure à différents endroits. À tous seront présentés résultats des fouilles du grand zoning de Guy-Languien, malheureusement connu pour autre chose, mais pour les fouilles, vous pourrez aller voir, il y a quand même de belles découvertes qui se sont faites. Chièvre aussi, qui est une ville qui a pas fait nécessairement l'objet de grandes fouilles préventives, mais de beaucoup de suivis qui ont amené énormément d'informations pour une meilleure connaissance de l'histoire de la ville. Et là, je pense que beaucoup vont être étonnés de l'ensemble des informations qui ont été engrangées. Et je pense que cette exposition vaudra vraiment la peine d'être pointée aussi. Et une autre qui rassemblera en tout cas plus d'informations relatives à l'archéologie préventive et qui se fera à Marimont et qui rassemble alors pas mal d'interventions qu'on vous a montrées ou d'autres aussi, avec évidemment beaucoup d'objets aussi. Bon, il y a un site internet sur lequel vous pouvez avoir d'autres informations, dont les conférences, les expos et autres choses. Et donc voilà, nous vous remercions. Ça va ? Si je puis me permettre encore une petite chose, à la sortie, n'hésitez pas à prendre les petits prospectus qu'on a apportés pour vous, qui sont des prospectus qui traitent de l'archéologie préventive et qui sont justement destinés à toute personne qui aménagerait simplement, qui aurait l'intention d'introduire un permis d'urbanisme, savoir un petit peu comment ça fonctionne pratiquement avec nous. Voilà. Question, voilà. Alors n'hésitez pas, qui se lance ? Claude, tu as une question ? La tradition. Voilà, merci beaucoup pour la conférence. Bon, j'ai appris beaucoup de choses sur l'archéologie. Juste une petite chose quand même. Comment devient-on archéologue ? Quelle est la filière à suivre ? L'histoire, les géographies, autre chose ? Non, il y a une filière histoire de l'art et archéologie. Bon, je ne peux pas vous parler de ce qui s'est passé après Bologne, malheureusement. Et donc, il s'agit bien de candidatures, enfin à l'époque c'était des candidatures associées, mais je pense que c'est toujours le cas, histoire de l'art et archéologie au départ. Et puis après 2 ou 3 ans, il y a vraiment les filières qui se distinguent, notamment via les options qui sont choisies.
la filière archéologie étant aujourd'hui de plus en plus tournée vers ce qui est scientifique, avec des cours traitant de palynologie, de dendrochronologie, de céramologie, ce genre de choses. Mais c'est vraiment, ça fait partie des facultés de philosophie et lettres, en fait, de manière générale. Et alors, une petite question encore, j'en profite. Quand un aménageur ne tient pas ses obligations légales ou oublie malencontreusement de vous prévenir, est-ce que vous avez un recours judiciaire contre ça? Alors, on a un recours, mais qui est très 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 rarement utilisé, dans le sens où, étant donné que la clause archéologique est introduite, s'il s'agit d'un permis et qu'il y avait clause archéologique, elle n'a pas été respectée. Dans ce cadre-là, il n'a pas respecté le permis, et donc c'est plutôt dans ce cadre-là qu'on intervient. Logiquement, le Quatup prévoit des peines d'amende, de prison d'une part et des amendes de l'autre, mais qui ne sont généralement jamais appliquées pour l'archéologie. Ce qu'il faut imaginer, c'est que si vous construisez une annexe et que ce n'est pas au bon endroit mais que vous n'avez pas demandé le permis, on va peut-être vous la démolir. Les vestiges archéologiques, s'ils ont été démolis, quand vous arrivez, c'est trop tard et on ne sait plus rien faire. Et donc malheureusement, à ce niveau-là, on n'a pas vraiment d'outils pour faire valoir nos droits, et c'est problématique. D'un autre côté, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si nous, on intervient sur un terrain que l'aménageur a mis au jour des vestiges mais ne l'a pas fait savoir, que nous, on l'apprend par voie détournée, c'était le cas de Merbe, mais c'était le cas encore récemment à Charleroi, des vestiges de 7 mètres de hauteur. Bon, pour excuser un peu l'aménageur, je dirais, c'était des murs de quai, il ne pouvait pas se douter que c'était des murs de fortification. Quand j'arrive et je lui dis, voilà, la législation me permet d'interdire, d'arrêter vos travaux pendant 60 jours et vous n'avez pas droit à des indemnités, il devient tout blême. Ça, c'est clair, il panique. Et alors je lui dis, écoutez, moi, si vous me laissez 2 heures, je fais le relevé, je vous laisse tranquille, on a un tapis rouge. Donc, je crois que tout est aussi dans la négociation et dans la manière dont on amène les choses. Mais c'est vrai qu'il arrive régulièrement que voilà, les aménageurs fassent fi des problématiques archéologiques, clairement. Bonsoir Jean-Claude. Oui, bonsoir. Je me permets de rebondir sur ceci quant à la manière de réagir voilà. De manière un peu plus contraignante. On a eu un exemple sur Tournai et une église dernièrement où là l'entrepreneur, avec sa clause archéologique, a été un peu intempestif juste avant sa période de vacances pour croire qu'en dégageant un peu plus, il allait soi-disant faciliter les tâches des archéologues. Et nous sommes intervenus pour arrêter les travaux, empêcher la reprise de ceux-ci, faire un relevé de ce qui avait été fait de façon intempestive et de fixer une amende qu'il a dû payer avant de pouvoir en pratique continuer ces travaux, les investigations qu'on pouvait encore faire et en plus réaliser. Donc à un moment donné, ça peut être assez sévère parce que l'entrepreneur a paniqué de se dire est-ce que je vais encore pouvoir continuer les travaux et réaliser le projet. Donc pour rebondir sur ce que tu dis, Jean-Claude, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que depuis la commune de Tournai nous interroge quasiment systématiquement pour tous les projets. Et donc voilà, ça peut avoir des conséquences très positives par la suite. Une autre question ? Oui. Voilà, dans le cadre de... Merci aussi pour votre conférence. J'ai découvert des tas de choses, et notamment sur Mons. Dans le cadre du projet de la gare, vous avez montré la tour. J'ai bien compris qu'on ne pouvait pas la laisser comme ça parce qu'elle ne tenait pas, elle était juste posée. Mais est-ce qu'il vous est arrivé dans vos travaux, dans vos projets, d'avoir la chance de pouvoir garder quelque chose en l'état et qui soit encore visible? Parce que ça doit être, j'imagine, bon, il y a toutes les contraintes forcément de la vie de tous les jours, mais j'imagine que ça doit être frustrant pour vous de voir la terre qu'on remet ou qu'on démolit. Est-ce qu'il y a des cas où il y a encore quelque chose qui existe que nous, on pourrait voir dans l'état? Alors, c'est une question très intéressante parce que la problématique, surtout dans le cas de l'archéologie préventive, c'est qu'on fait des découvertes parfois inattendues et qu'on a très peu de temps pour décider de est-ce qu'on conserve ou pas et qu'est-ce qu'on fait. Or, la question de la conservation est une question très problématique. Il suffit d'aller faire un tour à l'Archéoforum, il y a un monitoring en permanence, par exemple à Liège, la place Saint-Lambert, il y a un monitoring en permanence, parce que même dans ce cas-là où on a une belle dalle, où on a un système de ventilation, où on a tout ce qu'il faut, il y a de la végétation, il y a des champignons, il y a de l'humidité, il y a des tas de problèmes qui se posent. Donc il arrive effectivement qu'on puisse mettre en valeur, et même dans ces cas-là,
ça peut être un peu à double tranchant. Il y a un exemple très récent à Arlon, où dans un parking, une tour d'époque romaine a été remise en valeur parce que l'aménageur le voulait aussi. C'est vraiment un très très bel exemple. Et l'environnement s'y prête bien. On a par contre à Tournai, sur le quartier des Rédemptoristes, une tour médiévale qui a été conservée dans un parking. C'est au milieu d'un box entre deux murs, ça ne ressemble à rien. Et donc, le choix de la conservation doit être un choix réfléchi parce qu'il peut être vraiment contre-productif. Je me rappelle d'être allée en vacances et d'avoir observé à New York, à l'intérieur de l'endroit où on a acheté ses billets pour aller voir la Statue de la Liberté, un morceau de la première enceinte de New York. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Vous imaginez ces colons qui partent là-bas, qui construisent un mur pour défendre un peu leur petit lot de terre, mais qui est placé au milieu de la cour avec 3 poteaux autour, avec, je vais dire, des crottes de pigeons et des papiers un petit peu, quoi. Et donc si on s'y intéresse pas, on ne sait pas ce que c'est et on ne comprend pas ce que c'est. Et donc, je dirais que nous, on est vraiment motivés chaque fois qu'on a l'occasion de dire il faut préserver, parce que ça fait partie aussi de notre rôle d'alerter les aménageurs en disant mais là, vous avez un potentiel, si vous voulez en faire quelque chose, faites-le. Mais on ne défendra pas à tout prix un projet qui n'aurait pas de sens. On préférera conserver au maximum l'information que de voir 3 bouts de mur réutilisés pour essayer d'en faire un banc au milieu d'une place où, après un an, plus personne ne sait même ce dont il s'agit, si ce n'est un petit panneau à moitié tagué. Ça perdra son utilité, ça perdra son sens et ce sera même à la limite donner une image négative des choses. Et donc voilà, on sera pour la conservation, mais une conservation qui sera réfléchie. Une autre question ? Moi j'en ai deux questions. Donc vous avez fait allusion à plusieurs reprises à une station Total. Donc je suppose que c'est pas pour le carburant. Non, c'est un système une machine qui permet de faire des relevés en 3 dimensions, en gros, c'est un peu ça. Et donc, ce qu'il y a de bien, c'est que longtemps, on n'en a pas été équipé. Or, on se retrouvait dans une situation où tous les architectes fonctionnaient en 3D avec des programmes de représentation 3D, et nous, on devait s'adapter avec notre petit système. Et donc, à l'heure actuelle, on peut vraiment établir un dialogue avec les mêmes technologies, je dirais. Ce qui fait que quand les architectes nous fournissent leurs documents en 3D, on a l'opportunité, nous, de remettre directement en 3D nos informations dessus. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui facilite vraiment les choses. Et donc c'est les messieurs avec leurs petites machines jaunes qu'on voit dans les chantiers de travaux très souvent. Voilà. Ok, et la seconde question concerne des fouilles d'il y a quelques années déjà au niveau des remparts de Binche où on a découvert le fameux château. Je me souviens à l'époque d'interviews d'archéologues qui disaient on ne peut laisser ces ruines à l'air libre que quelques années avant que ça ne se dégrade. Et à mon avis, il y a bien 10 à 15 ans que ça a été fait. On a des nouvelles de tout ça? Comment ça évolue? Non, très peu. Il faut se remettre un peu dans le contexte des fouilles de l'époque à Binche qui se faisaient sur base de fonds FEDER avec des rénovations qui étaient aussi permises par des fonds européens, donc des fonds en général assez importants. Effectivement, quand je vous disais le problème de la conservation, les murs se dégradent, c'est évident. Maintenant, tout ça nécessite de la part et des propriétaires et des pouvoirs publics s'y sont impliqués, de réfléchir à une conservation, ce qui n'a pas été fait a posteriori. Et donc, là où la problématique se pose dans la conservation, justement, c'est que si on n'a pas de solution dans l'immédiat, alors il est mieux et il est nettement plus intéressant pour les vestiges de les recouvrir, de les protéger directement, quitte à ce qu'on réfléchisse après à une mise en valeur. On peut très bien avoir recouvert des vestiges d'une manière suffisamment correcte que pour pouvoir par la suite les remettre en valeur si on le souhaite. Et donc là, ce choix n'a pas été fait dans les temps, et malheureusement, on en arrive dans des situations qui sont effectivement tout à fait contre-productives. Moi, je trouve franchement que c'est presque honteux de se dire qu'on a dépensé de l'argent et qu'on a réfléchi à une mise en valeur, mais que finalement ça n'a pas été fait, ça n'a pas abouti. Merci. Quelqu'un désire intervenir pour une autre question, commentaire? N'hésitez pas. Oui. Vous avez parlé des fouilles de Carnion. J'habite Carnion, donc j'ai connu toutes ces fouilles. Où peut-on trouver les résultats enfin peut-être pour Mons aussi c'est la même chose, mais où peut-on trouver les résultats, ce qu'on a découvert? Il y a une tombe mérovingienne à Carnion, on a retrouvé des bijoux, je crois. Oui. Où peut-on voir tout ça?
Alors, l'archéologue qui était en charge du dossier a commencé un pose-fouille, mais après a été appelé sur d'autres chantiers, donc n'a pas pu mener à bien déjà la publication. Il y a des études qui sont en cours, notamment elle est en train de monter un dossier pour l'étude anthropologique de tous les squelettes mérovingiens et carolingiens. Donc c'est en cours aussi. Il faut dire que pour l'ensemble de notre service, pour toute la région wallonne, il y a un mi-temps d'anthropologues. Il y a beaucoup de squelettes qui sont découverts chaque année, donc elle a beaucoup de travail. Mais il y a un dossier qui est en cours pour ça. Maintenant, l'archéologue qui est en charge du dossier, Marceline Denis, a déjà rédigé, je vous ai montré les chroniques de l'archéologie wallonne, il y a déjà des résumés là-dedans. Elle a rédigé un article de plusieurs pages, un beau condensé dans les cahiers nouveaux, les cahiers de l'urbanisme. Ça, je peux vous donner les références ou même vous donner copie des articles. Et donc, je sais qu'elle a déjà participé aussi, elle a déjà fait... collaboré en tout cas pour la partie mérovingienne et fait des études plus spécialisées sur le bijou, sur la fameuse fibule, et donc ça apparaît, elle a des collaborations pour ces bijoux et pour d'autres choses. Normalement ce serait présenté à Marimont, je pense. Oui, dans la fameuse exposition Trésor du mois de mai, le contenu de la tombe et d'autres choses seront présentés à Marimont, oui. Parce qu'il y a la tombe, mais alors il y a d'autres tombes postérieures avec justement des vases perforés qui ont servi de vases funéraires, donc d'époque médiévale. Et ceux-là, ils ont aussi fait l'objet de tout un travail de recherche, parce qu'on se rend compte que sur pas mal de sites, on en a retrouvé. Et donc, ça fait partie d'études plus ponctuelles aussi, mais la recherche est en cours et je crois que ceux-là seront présentés à Marimont aussi. Mais ça, je peux vous donner les coordonnées des articles et de ce qui existe sans problème. Dernière question ? Oui. Au début de la présentation, vous avez parlé dans le cadre de la prévention de prospection. Est-ce qu'il y a eu de la recherche dans les nouvelles techniques de prospection géophysique pour les améliorer ou à mieux cibler les prospections ? Oui, je pense que récemment, un groupe de travail s'est penché sur la question. Ce type de prospection est très utilisé, notamment en Allemagne, et est de plus en plus utilisé également chez nos collègues flamands, justement pour éviter de devoir mettre en place des opérations lourdes, qui sont des opérations mécaniques, par exemple. Il y a un tout petit groupe chez nous, CRGFI, qui travaille avec ce système, mais ils sont que 2 ou 3, donc ils font rarement des superficies de 40 hectares, ça c'est évident. Ils travaillent dans des petits endroits, donc par exemple pour localiser des cryptes à l'intérieur de bâtiments, des choses comme ça. Mais à grande échelle, c'est très peu utilisé. La méthode de prospection qui a récemment fait l'objet de plus d'attention, c'est la prospection aérienne, où là il y a une équipe qui a été relancée en collaboration avec l'Université de Gand, et ce sont nos collègues liégeois surtout qui se penchent sur cette question. Mais là aussi, ça a un coût, et donc c'est au fur et à mesure et petit à petit. On dispose de fonds anciens des années 90, notamment la fouille à Givry du cercle protohistorique. La localisation était basée sur des photos aériennes des années 90, le fonds LEVA, que la région wallonne a acquis récemment. Mais voilà, en termes de prospection, c'est encore essentiellement les prospections mécaniques qui sont le plus fréquemment utilisées sur grande superficie en tout cas. Oui. Dernière intervention ? Oui. Oui, pour la cathédrale de Tournai, est-ce que c'est juste une restauration ou est-ce qu'il y a des fouilles qui sont faites aussi ? Alors, pour l'instant, il n'y a plus de fouilles dans le sous-sol parce qu'il n'y a plus d'atteinte au sous-sol. Par contre, il y a un archéologue qui est en permanence sur place pour suivre le chantier de restauration de la cathédrale. Et c'est grâce notamment à son intervention qu'a été restauré relativement récemment le toit de la petite chapelle qui se trouve du côté de la place de l'Évêché, où on a remis en place une toiture faite de tuiles vernissées d'époque, des tuiles vernissées colorées. En réalité, c'est dans les corniches qu'une réelle petite stratigraphie a pu être établie à des dizaines de mètres de hauteur, avec récolte de ces fragments de tuiles. Une étude complète a été faite pour retrouver les gabarits d'époque, etc. Et puis on a choisi de faire une restitution en imaginant un motif qui soit proche, par exemple, de ce qu'on retrouve aux hospices de Beaune, sur cette base-là. Mais ce sont vraiment des éléments qui sont faits sur base d'études archéologiques. Donc il y a un archéologue en permanence sur place. Et d'ailleurs, je pense qu'il fait une conférence prochainement ici sur son œil d'archéologue à travers la restauration et l'évolution du bâtiment. Mais il est présent sur place en permanence. Mais si je peux ajouter quelque chose, la dernière conférence du cycle, Laurent Delouzé, c'est l'archéologue dont tu parlais,
viendra présenter tout un exposé sur la cathédrale de Tournai, en compagnie de Laurent Van Parijs, qui est un des ingénieurs du bâti chez nous. Et donc ce sera une conférence sur la combinaison des aspects archéologiques et des aspects ingénierie. Et donc là, je pense que vous aurez réponse à toutes les questions en long et en large. Peut-être pour clôturer, moi j'ai une question un peu hors norme, dans le sens où est-ce que vous, personnellement, vous avez une espèce de rêve en disant on aimerait bien qu'on creuse un jour qu'il y ait un chantier dans tel endroit parce qu'on suspecte qu'il y ait ceci, ou bien là je suis déjà trop dans le scénario Indiana Jones? Personnellement, non, j'ai pas du tout d'a priori. Je pense que chaque chantier apporte son lot d'informations, tout en se disant qu'un chantier qui est négatif est tout aussi porteur d'informations qu'un chantier qui est positif. Et donc, Cécile pourrait vous le dire pour la ville de Mons, mais un centre urbain, ça a évolué au cours du temps. Il y a eu des enceintes, mais en même temps, à l'intérieur des enceintes, il y avait encore des champs cultivés, il y avait encore tout ça. Et donc, il y a des quartiers qui, tout d'un coup, se développent. Et donc, se retrouver dans un quartier où on trouve presque rien pour le 15e, mais c'est génial, parce que ça nous permet de circonscrire la zone de bâtiment. Et donc, je pense que plus que l'idée d'un lieu idéal qu'on voudrait fouiller, je crois qu'on aurait un peu plus de personnel, on serait ravis. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette magnifique soirée. À bientôt. Bon retour.